Bonjour à tous, nous voici de retour pour le 54e entretien de Rivarol, celui tourné le 16 février 2023, le mois de février étant le mois de dévotion à la Sainte Trinité. Ici Florian Rouanet, votre serviteur, accompagné du directeur de publication de Rivarol, Monsieur Jérôme Bourbon, bonjour à vous. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Donc pour premier sujet, je vous propose de parler de l'affaire Pierre Palmade. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Je crois que cette affaire est symptomatique de la dégénérescence de nos prétendues élites, parce qu'il ne faudra pas croire que Pierre Palmade soit quelqu'un de marginal, ni dans le showbiz, ni d'une manière générale dans les milieux qui comptent, dans le tout Paris tout pourri, si j'ose dire. Et en réalité, cette affaire est fort intéressante, même si elle est tragique, puisque on a affaire à quelqu'un qui est un humoriste de talent très relatif. Je l'avais vu quelques fois. J'avais vu un de ses spectacles quand j'étais plus jeune, je crois, qui était... c'était pas lui qui jouait, mais c'était, je crois, Jacqueline Maillan qui... j'avais vu ça, j'étais encore un jeune homme à l'époque. Bon, mais j'avais trouvé ça extraordinaire. Déjà à l'époque, son humour est assez limité. D'ailleurs, je crois qu'il a du mal à poursuivre sa carrière. Il me semble qu'elle est plutôt, comme beaucoup d'humoristes d'ailleurs, en berne. Bon. Et donc, voilà cet homme quinquagénaire dont on savait déjà, pour les gens qui s'intéressent un peu à ces sujets, qu'il était homosexuel notoire et également cocaïnomane. Et dire dans cette affaire, ce qui est quand même frappant, c'est de voir que, alors même qu'il a déjà consommé de la cocaïne et d'autres substances illicites et dangereuses, eh bien, il a pris la voiture. Alors apparemment, il aurait dit dans la garde à vue qui se poursuit alors nous réalisons cette vidéo, donc nous n'avons pas encore tous les éléments en main, mais que c'était pour faire des courses qu'il avait pris sa voiture, il n'allait pas loin, bon, et il se rappelle plus, d'après ce qu'il a dit aux policiers, il se rappelait plus de ce qui s'est passé entre le moment où il a quitté sa maison, où il a fermé son portail, et l'accident, une forme de trou noir, a-t-il dit. Bon, et donc il était accompagné dans cette voiture, donc de deux jeunes hommes avec lesquels il avait eu des relations sexuelles. Ça ne fait pas de doute, c'est acté. Bon, et où ils avaient consommé les trois, donc de la cocaïne, de ces substances-là, ce qui est très courant dans les milieux homosexuels avec une sexualité de groupe. Et j'ai souvenance qu'il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on n'en parle que lorsqu'il y a mort d'homme, en général, quand il y a vraiment des tragédies qu'on ne peut pas totalement occulter. Et le PDG de TF1 International, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelques années, on avait retrouvé chez lui justement un homme mort, parce que vous savez, ils utilisent des poppers, de la drogue à haut niveau pour augmenter l'activité sexuelle, la capacité dans la durée et dans l'intensité de l'activité sexuelle. Et par conséquent, je crois que c'est le cœur qui avait lâché en l'occurrence. On avait retrouvé un Maccabée. Voilà. C'était le cas de Richard Descoings à Sciences Po aussi. C'est beaucoup plus franc qu'on pense. Alors, comme souvent, ça n'arrive pas jusqu'à ce qui est mort d'homme, en tout cas mort immédiate. Bon, on n'en parle pas. Mais je pense que si on savait ce qu'il en était des milieux dirigeants du showbiz, on serait effrayé. On ne connaît pas le centième de ce qui se passe, y compris des hommes politiques. J'ai souvenance, il y a une quinzaine d'années, un peu plus même, lorsque Jacques Chirac était encore à l'Élysée, j'avais reçu, c'était adressé à Rivarol, j'avais reçu une lettre d'un médecin. C'est tout à fait un médecin, on voyait très bien que c'était pas du tout quelque chose de faux, de falsifié, avec son adresse, le papier médical, etc. D'un médecin du 8e, tout près de l'Élysée, qui dénonçait le fait que Jacques Chirac était cocaïnomane, que c'était très dangereux pour l'État. Et en tant que médecin, il estimait qu'il devait rompre le secret médical dans cette affaire-là. Bon, voilà, c'était quelque chose de grave, mais la personne qui dit qu'elle livrait pour le showbiz et pour des hommes politiques de cocaïne, d'autres drogues, elle a dit pour Jacques Chirac que Jacques Chirac était cocaïnomane, ce qui peut expliquer d'ailleurs en partie pourquoi il était toujours si excité, à bouger en permanence les jambes, les membres, etc., même de manière parfois incontrôlée, ou d'autres choses. Le fait aussi qu'il dormait très peu la nuit, il dormait 3-4 heures par nuit. Alors il y a des gens qui dorment très peu, par exemple Vincent Renoir, il dort 4 à 5 heures par nuit, ce qui lui permet de travailler énormément. Il y a des gens qui ont une santé hors du commun. Bon, mais là, dans le cas de Chirac, il est certain que la cocaïne a joué un rôle très important. Et d'ailleurs, il l'a payé à la fin de sa vie, puisque bon, les 10 dernières années de sa vie, c'était un légume. C'était vraiment quelqu'un qui était vraiment dans une situation catastrophique, même s'il n'est mort officiellement que à 87 ans. Bon, mais si vous voulez ces exemples-là, on pourra en prendre d'autres. Vous avez eu raison de citer le cas de Richard Descoings, qui était quand même le directeur de Sciences Po Paris, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'en
pareil, découvert sur le lit, tout à fait, voilà, des ouais, sites pornographiques oui, ouverts, etc. Oui, tout à fait, oui, c'est toujours. Je me rappelle aussi d'un banquier en Suisse, Stern, je crois, qu'on avait retrouvé chez lui, même dans des combinaisons de cuir, enfin, dans des, enfin, apparemment une sexualité sadomasochiste, etc. Bon, voilà. Donc, et puis rappelez-vous, c'est Pierre Berger. Dont un de ses chauffeurs avait dit qu'il était un esclave sexuel, qu'il lui urinait dessus dans des actes sexuels, enfin, qu'il lui faisait faire des choses abominables, voilà. Bon, on va rentrer dans des détails scabreux, mais c'est dire, si vous voulez. On a retrouvé des objets sexuels aussi chez Palmade. Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà, des poppers, des drogues, etc. C'est dire comment dirais-je. D'ailleurs, il y a eu un cambriolage chez lui, on ne sait pas dans quelle mesure c'était les jeunes gens en question qui sont allés ou pas pour essayer de peut-être d'enlever des indices compromettants. Bon, mais en tout cas. Il y a un conflit entre police et gendarmerie, puisque la gendarmerie a retiré le téléphone qui empêche l'enquête policière pour se renseigner. Il y a aussi une petite affaire comme ça, un peu louche. De toute façon, il faut bien avoir conscience qu'on est dirigé par des gens dont les mœurs, pour l'essentiel, sont celles-là. Hein. Il faut pas se faire d'illusions. Et donc, il n'est pas étonnant après que dans les législations, on ait des lois favorables à des choses aussi abominables, tout ce qui est lobby LGBT, tout ce qui est contre nature. Il faut bien comprendre que c'est une guerre permanente qui est faite contre notre peuple, contre notre civilisation, contre notre morale, contre notre tradition, contre le bien finalement. Hein, c'est une forme de satanisme, il faut dire ce qui est, hein, conscient ou inconscient, ça dépend peut-être des gens. En tous les cas, c'est ça, je veux dire. Parce que là, on est quand même vraiment dans le mal, dans le vice, dans l'horreur, dans la laideur, à un niveau quand même qui est absolument effrayant. Hein. Bon, voilà. Et ce qui est grave, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que un accident de voiture, ça peut arriver. Mais là, si vous voulez, c'est quand même un comportement criminel. Non seulement irresponsable, mais criminel, puisque en plus, il a déjà, il a une vie, comment dirais-je, très hachée, et il a eu beaucoup de problèmes avec la cocaïne. Hein. Il s'en cachait pas, d'ailleurs, Pierre Palmade. Et plusieurs fois, il y a des catastrophes qui ont fait y arriver. Bon, et donc là, le problème, c'est que c'est un comportement qui est à la fois suicidaire, mais qui plus gravement encore est criminel en l'occurrence, puisque là c'est une famille qui est complètement dévastée. Hein. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 à 7 mois, enfin un bébé de 6 à 7 mois dans le ventre de sa mère qui est mort, et d'ailleurs là encore, si vous voulez, il y a tout dans cette affaire, c'est vraiment un résumé de l'horreur du monde moderne, parce que finalement on ne sait pas encore s'il sera poursuivi ou pas pour homicide involontaire, parce que si le fœtus, puisqu'ils ont fait une césarienne pour essayer de le sauver, et si on ne peut pas prouver que le fœtus a respiré, ne serait-ce que quelques secondes ou quelques minutes à l'issue de l'opération, à l'issue de la césarienne, hein, c'est-à-dire s'il n'est pas né et s'il n'a pas respiré, ne serait-ce que quelques instants, on peut dire que ça n'est rien, puisque au nom de la religion de l'avortement, hein, qui est une abomination sans nom, eh bien la Cour de cassation a considéré que l'embryon n'avait pas de statut juridique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'enfant naisse et respire pour que on considère que ce soit un être humain à part entière, et donc qu'on puisse, en l'occurrence, le poursuivre pour homicide involontaire. Comme l'enfant avait 6 à 7 mois enfin, le fœtus a 6 à 7 mois 6 à 7 mois, il y avait 6 à 7 mois de grossesse, bon bah effectivement l'enfant est viable à ce moment-là. Mais ça ne suffit pas à considérer que c'est au niveau de la législation française, que c'est un enfant, dès lors qu'il n'est pas né, qu'il n'est pas respiré au moins quelques instants, et que ça pu être authentifié, que ça pu être validé. Hein, donc probablement pour le personnel médical qui était là et tout ça. Et donc là, on peut s'attendre à une bataille juridique entre les avocats, enfin quelque chose de sordide, alors que le simple bon sens, hein, fait que un enfant à 6 mois, il a un cœur, il a un bras, il a des jambes, il est viable, il vit, c'est évident que c'est un être humain. Hein, même si son développement n'est pas encore tout à fait terminé. C'est un être vivant. Bon, c'est un être vivant. Et d'ailleurs, il y a eu déjà des grands prématurés de 6-7 mois qu'on réussit aujourd'hui à sauver, hein, avec des progrès de la science, etc., qui peuvent parfaitement viables et parfaitement se développer normalement par la suite. Bon, donc c'est vraiment un crime, objectivement. Bon, si vous voulez, là on voit très bien que d'un côté on a l'irresponsabilité de l'égoïsme homosexuel, toxicomane, sexualité de groupe. On prend la voiture alors qu'on n'est pas en état de la prendre, la personne en face a essayé de l'éviter, c'est qu'elle est rentrée vraiment plein, c'était un choc frontal, donc c'est le plus violent, donc il a essayé apparemment le conducteur de l'éviter, mais malheureusement avec la vitesse de l'une et de l'autre voiture qui s'additionnent forcément quand elles vont en sens inverse, bon bah évidemment... Le conducteur n'était pas Palmade, Pierre Palmade, c'est ça? Je crois que c'était Palmade, oui. Mais et les accompagnateurs étaient maghrébins également, et apparemment les victimes aussi. Semble-t-il, ça reste à vérifier à ce stade, puisque finalement on n'a pas encore tous les éléments
en main. Bon, et tout ne nous est pas dit. Bon, mais ce qui est frappant, c'est que, en l'occurrence, donc il y a cette jeune femme, bon, qui est grièvement blessée, le conducteur qui est grièvement blessé, et l'enfant du conducteur, puisque c'était apparemment, elle revenait de chez sa belle famille, c'était apparemment son beau-frère. Après, on sera défiguré à vie, quoi, et dans un état assez catastrophique, quoi. Donc c'est une famille, belle famille, qui sont brisées à vie, quoi, par l'irresponsabilité tout à fait évitable de quelqu'un. Ça n'est pas quelqu'un éventuellement qui s'endort au volant, problème mécanique, bon, ce sont des choses hélas qui peuvent arriver. Là, c'est vraiment lié à l'irresponsabilité criminelle et l'égoïsme criminel qui est lié à ce type de sexualité, à ce type de personnage très égotiste, très centré sur eux-mêmes, dont on dit qu'ils sont fragiles, c'est possible, mais ce n'est quand même pas une raison pour agir de cette manière-là, de manière totalement irresponsable. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement fréquent dans les gens qui nous dirigent et qui nous oppriment. Il faut en avoir conscience. On peut peut-être faire un parallèle avec le président de la République. Il y a aussi des tendances un petit peu faites de la musique avec voilà, du multi-ethnique, homosexuel. Un peu, c'est sûr que toutes les rumeurs des substances illicites, toutes les rumeurs qui circulent sur lui, dont je ne peux pas dire si elles sont exactes ou pas, hein, parce que moi on m'a pas informé. Pour la fête de la musique, là, c'est pas une rumeur. Oui, dans la fête de la musique, c'est pas une rumeur, non plus qu'aux Antilles, ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a quand même une atmosphère LGBTiste. D'ailleurs, la présidence de la République elle-même, officiellement, promeut, parraine la Gay Pride chaque année. L'Assemblée nationale, rappelez-vous, c'était couverte des couleurs et du drapeau arc-en-ciel, etc. Bon, donc on voit très bien que on est vraiment dans un état qui est vraiment LGBTiste, homosexualiste. Et je rappelle comme que la législation, et ça c'est depuis 2004, hein, Chirac régnante, eh bien depuis 2004, il y a une loi dite d'homophobie. C'est la loi Perben, qui punit jusqu'à 1 an de prison ferme et 45 000 € d'amende toute critique du lobby LGBT et de l'homosexualité, hein, y compris ce qu'en dit la Bible, ce qu'en dit le catéchisme, ce qu'en dit la quasi-totalité des religions, des spiritualités traditionnelles, quoi. Voilà, c'est quelque chose, ce qui était autrefois considéré comme quelque chose de honteux, aujourd'hui est promu, valorisé, et même un plus pour réussir sur le plan professionnel, en politique, évidemment dans le monde artistique. Il y a du réseau, oui. Oui, parce qu'effectivement ça fonctionne également au réseau. Hein. Il n'y a que de voir à la mairie de Paris, mais pas simplement à la mairie de Paris, dans beaucoup de partis politiques, hein, que ce soit chez les Patriotes, que ce soit au Rassemblement National. On m'a dit chez Dupont-Aignan aussi que c'était terrible. Bon, et c'est au Parti Socialiste, n'en parlons pas, mais même à mon avis chez les Républicains, un peu partout. Je dirais. Aujourd'hui, c'est le souverainisme large au sensu est complètement pollué par ça aujourd'hui. Hein. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est quand même effrayant, quoi. Le souverainisme de l'anus, alors c'est assez spécial. Donc faut bien avoir conscience que et c'est quelque chose qui s'aggrave d'année en année, et tout simplement parce que, encore une fois, je reviens à ce que je dis fondamentalement, mais parce qu'il y a plus de balises, il y a plus de repères moraux, spirituels, familiaux, par conséquent, il faut s'étonner de cela. Mais s'agissant de Palmade, ce qui sera très intéressant de voir, c'est à combien il va être condamné. Hein, parce que, à mon avis, le fait qu'il soit humoriste et le fait qu'il soit, qu'il ait ce qu'on appelait autrefois, qu'il pratique le vice italien, ce qu'on appelait autrefois, bon, à mon avis, ça devrait plutôt le favoriser qu'autre chose. Fera-t-il la prison ferme, ce qui serait quand même normal compte tenu mais j'en suis pas sûr du tout. Hein, j'en suis pas sûr du tout. Surtout si on considère que c'était pas un homicide involontaire parce que l'enfant serait mort pendant la césarienne ou avant. Bon, à mon avis, on va voir ce qui va se passer. Mais alors que l'enfant devait bien respirer avant l'accident. Hein, c'est la vie d'une famille entière et toutes les conséquences que ça implique, physique, psychologique, mentale, morale, qui est une vie qui est supprimée, qui est détruite, quoi. Plusieurs vies ensemble, quoi. C'est quelque chose qui est irréparable, je veux dire. Et il suffit pas de demander pardon, le ferait-il même sincèrement, pour réparer cela, je veux dire. Bon, c'est irréparable. C'est ça qui est absolument effrayant dans ce genre d'affaires. Là, il risque de ne pas s'en sortir, mais c'est vrai que ça serait inquiétant qu'il ait les réseaux suffisants pour... Mais c'est-à-dire qu'il y a en plus la complaisance d'une part pour l'homosexualité et pour la drogue. Hein. Il est évident que s'il y avait une volonté de s'en prendre aux trafiquants de drogue qu'on connaît, hein, il suffirait d'aller à l'entrée des boîtes de nuit, des lycées, enfin partout où ils opèrent, tout ça, on connaît les lieux, la police connaît les lieux. S'il y a vraiment une volonté ferme, inflexible de l'État de lutter contre la drogue et les monnaies de la drogue, il est évident qu'on arriverait à juguler. Hein, mais il faudrait s'en donner les moyens. Mais au contraire, il y a une grande complaisance. Et d'abord parce que beaucoup
Et sur plutôt l'ultra-droite aussi. Voilà, on va y venir. On va y venir. Chose, beaucoup parmi les dirigeants, bon, après, eux-mêmes utilisent la drogue, utilisent ces substances, et d'autre part, il est évident qu'il y a aussi, faut pas être naïf, hein, il y a une volonté de détruire la jeunesse aussi, hein. C'est évident ça, hein. Car si vraiment on voulait lutter contre, c'est comme la pornographie, si on voulait vraiment lutter contre, ils arrivent bien à supprimer des sites dits d'extrême droite ou autres, hein, qu'ils jugent choquants, etc. Donc s'il y avait vraiment une volonté de lutter contre la pornographie, on pourrait le faire, hein. C'est sûr que ça demanderait du temps, de l'énergie, des moyens, mais ce serait tout à fait faisable, hein, si on le voulait. Donc c'est clair qu'il y a une volonté d'avilir à tout point de vue la population et singulièrement l'enfance et la jeunesse, hein, c'est évident. Moi, à mon époque, à la fin des années 80, lorsque j'étais en lycée en province, à ma connaissance, même si je n'ai pas fait un interrogatoire serré de tous mes condisciples, je n'ai pas souvenance qu'aucun de mes camarades ne consommait de la drogue, fût-ce ce qu'on appelle aujourd'hui à tort de la drogue douce, hein. Or maintenant, je crois que ça s'est développé tout à fait massivement, que rares sont les jeunes qui n'ont pas essayé au moins un certain nombre de fois, et donc ça s'est répandu, et finalement l'arrivée de la drogue dans notre pays, c'est assez récent, ça vient des campus américains au milieu, fin des années 60, hein, j'en ai parlé avec des médecins spécialistes de ça, voilà, c'est-à-dire avant par quelques coloniaux, quelques artistes décadents, personne finalement n'a touché à la drogue, hein, c'était tout à fait original. La cocaïne, c'est la drogue qui désinhibe, et donc ça peut pousser à l'homosexualité, certaines bien sûr, qui ne l'étaient pas au départ, etc. C'était à la fin des, je vous dis, c'est milieu, fin des années 60, hein, donc à l'époque, à l'échelle de l'histoire, c'est peu de choses, quoi, finalement, et même, je dirais, pour que ça arrive vraiment en province, dans les collèges, les lycées, c'est quand même relativement récent, quand même, hein. Mais ça s'aggrave d'année en année, de décennie en décennie, et il est évident qu'il y a une responsabilité des pouvoirs publics qui est considérable, c'est évident. S'il y avait une volonté de lutter contre, il y aurait tout à fait moyen de le faire, mais ce n'est pas leur préoccupation. On dit leur préoccupation, c'est de donner le droit toujours plus important aux LGBT, aux transsexuels, et de s'en prendre à l'extrême droite, tout ce qu'ils appellent l'extrême droite. Oui, donc la suite est toute faite. Prochain sujet, donc centré sur Borne essentiellement, la ministre Borne. Bornstein qui donc a participé au CRIF d'un côté, de l'autre aussi il faudrait parler de son plan contre l'antisémitisme et le racisme, un énième plan donc qui si vous voulez, au risque de me répéter, parce que parfois on nous reproche de parler toujours des mêmes choses, mais c'est aussi parce que c'est l'actualité nous y contraint, puisqu'aussi bien chaque année qui passe, on a des plans contre le racisme, l'antisémitisme, toujours plus draconiens, toujours plus effrayants dans leurs dispositions, toujours plus liberticides, c'est la même chose qui s'aggrave, oui. Et c'est la suite du tribunal de Nuremberg. Tout à fait. Et ce qu'on a vécu, enfin ce que les Russes ont vécu en Union soviétique, enfin tous les gens des pays de l'Est, où c'était quand même, comment dirais-je, il suffit de lire Deux siècles ensemble de Solzhenitsyn, où le lobby juif avait quand même un poids très important, hein, quand même, hein. Et là, pour le coup, ils étaient du côté des persécuteurs et pas des persécutés, hein. Je veux dire, je dis pas rien. Il suffit de lire Solzhenitsyn, hein, bon, voilà. Donc, c'est pas ma faute si la vérité est antisémite. Bon, voilà. Et donc, bon, c'est un fait, j'y peux rien. Bon, voilà. Et donc, s'agissant donc de ce plan, oui, donc d'abord le dîner du CRIF le 13 février. Bon, bah comme chaque année, de toute façon, on a le droit à un discours distillé, sans talent, sans relief. Alors cette fois-ci, on remarquerait que Macron n'y a pas été. Il n'y avait pas été déjà l'année dernière. Je pense que depuis que Francis Califat, ancien président du CRIF, avait brandi son poignet, où il était livide, je pense qu'il a peut-être envie d'y retourner. Moi, je suspecte qu'il y a de ça, et que c'est pour ça qu'il envoie au charbon le Premier ministre. Jean Castex l'année dernière, Elisabeth Borne, Bornstein cette année. Voilà. Alors, elle en a profité pour parler de son père déporté, qui d'ailleurs, je crois, s'est suicidé quand elle avait 11 ans. Bon, et encore en grand dépressif sans doute, bon voilà, et donc en l'occurrence son plan, alors elle a dit une chose qui est très importante, qui m'a frappé et qu'il faut quand même noter, c'est qu'elle a dit qu'ils allaient engager la bataille de la jeunesse, et que cette bataille, ils allaient la gagner. Et donc, ils savent ce qu'ils font, hein, quand ils en prennent dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, hein, quand le bourrage de crâne choatique, holocaustique et antiraciste est permanent, ils savent ce qu'ils font, hein, ils savent ce qu'ils veulent faire. Hein, des citoyens arc-en-ciel, hein, des citoyens cosmopolites, des citoyens du monde, des citoyens
judéo-servile. Déconstruit aussi. Voilà, déconstruit, tout à fait. Alors, en l'occurrence, et homosexualiste, LGBTiste. Oui, ça va. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est proposé dans ce cas-là? Alors, vous vous rappelez qu'il y a quelques années, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, avait proposé, dans son discours au CRIF, car c'est au CRIF chaque année qu'on apprend un petit peu à quelle sauce on va être mangé. C'est ça, finalement. Parce qu'il tombe dessus. Moi, j'écoute chaque année pour savoir, tiens, quel tarif j'ai payé, là, finalement. C'est le prix, c'est pas le prix du gaz, mais c'est le prix de ce que je vais devoir payer cette année, voilà, en amende, en procès, éventuellement en peine de prison, donc que sais-je, bon voilà, j'en passe et des pires. Alors, donc, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, oui, dès qu'on prend la question juive, je m'anime, moi. Non, oui, voilà, ça vous arrive. C'est central, je peux rien, bon. Et donc, boire un café. Voilà, sans diplôme B. Et alors, en 2008, fondamentalement, eh bien, figurez-vous que donc Nicolas Sarkozy avait dit, ce qui était tout à fait sordide d'ailleurs, qu'il fallait que chaque enfant de CM2 parrainât un enfant victime de la Shoah. Je mets ça entre guillemets. Voilà. Bon, voilà, c'était ces expressions, ces déclarations, c'était sordide. Bon, finalement, il y a quand même quelques polémiques en disant que c'était un petit peu quand même malsain. Bon, voilà, donc finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc, on reprend finalement ce projet-là d'une autre manière, en disant que chaque élève, donc on est toujours, on individualise toujours, chaque élève, tout le monde doit y passer, il n'y aura pas d'exception, à la différence de la grammaire, où là, il n'y a pas d'exception, là. Bon, eh bien, chaque élève devra visiter un lieu de mémoire lié, je cite, au racisme, à l'antisémitisme, ou à l'anti-tsiganisme. Voilà, ils ont ajouté ça maintenant. Bon, voilà. Oui, voilà. Et donc, alors ils allaient déjà au Auschwitz à Struthof. D'ailleurs, le Premier ministre a dit déjà que depuis 2017, ils avaient doublé les crédits pour le mémorial de la Shoah et quadruplé les crédits pour le camp d'Émile. Ah, mais donc il y a de l'argent, oui. Il y a de l'argent. Donc là, il n'y en a pas pour les retraites. Rénover une église ou pour les retraites. Non, il n'y en a pas pour les retraites, mais pour la mémoire et l'entretien de la mémoire, là par contre, c'est sans limite, si j'ose dire. Voilà. Donc là, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Bon. Voilà. Et donc sous les applaudissements du CRIF, donc voilà, elle a dit effectivement qu'il y aurait cette disposition-là, mais la plus importante disposition, qui n'a pas été suffisamment commentée, mais qui correspond à une revendication historique de la LICRA. Et d'ailleurs, Mario Stasi, actuel président de la LICRA, s'est félicité de cela. Lui, il a bien compris que c'était une victoire considérable pour lui, mais on sait très bien les liens de concubinage entre la LICRA et les gouvernements successifs. Ce que la LICRA demande, les gouvernements le font. Voilà. Ce qu'elle réclame, elle obtient satisfaction, même si parfois ça prend un peu de temps, elle obtient satisfaction. Alors, vous savez que la revendication historique de la LICRA, c'est que toutes les infractions liées à ce qu'ils appellent le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la contestation de crimes contre l'humanité, l'apologie de crimes de guerre, la contestation de crimes de guerre, etc., soient sorties du droit de la presse pour que les prévenus, les délinquants coupables de ces délits, eh bien, soient jugés comme des délinquants de droit commun et que de sorte, il puisse y avoir d'une part des comparutions immédiates et que d'autre part, il puisse aller en prison tout de suite dès le premier jugement, dès le jugement de première instance. Alors qu'aujourd'hui, le droit de la presse reste, malgré toutes les lois liberticides qui se sont enchevêtrées, accumulées au fil des années et des décennies, malgré tout, eh bien, en principe, en théorie au moins, on ne peut pas aller en prison avant d'avoir épuisé les différents recours, c'est-à-dire l'appel, la cassation, et encore, il y a un juge d'application des peines qui décide si c'est la peine de prison qu'on fait ou si éventuellement, au tribunal peut le décider aussi. Si c'est un bracelet électronique, travaux d'intérêt général, etc. Bon. Et en l'occurrence, donc, ce que introduit dans son plan contre le racisme et l'antisémitisme, qui a été donc présenté à l'Institut du monde arabe le 30 janvier, outre donc le fait que chaque élève devra visiter au moins une fois pendant la scolarité un lieu de mémoire, eh bien, d'autre part, eh bien, il est décidé qu'avant la fin de l'année, eh bien, pour toutes les infractions, j'ai dit racisme, antisémitisme, tout ce qui et tout ce qui va avec. Eh bien, alors ils vont pas le sortir du droit de la presse pour l'instant. Donc c'est pas tout à fait ce que voulait la LICRA, encore que bon, avec les débats parlementaires, ça peut arriver, mais ça revient quasiment à cela, c'est-à-dire que il est dit que pour les personnes qui sont condamnées, même si c'est la première fois, pour racisme, antisémitisme, etc., le tribunal, en motivant sa décision dans son jugement,
pourra demander un mandat de dépôt. C'est-à-dire que même si la personne fait appel, voilà, même si la personne fait appel, l'appel ne sera pas suspensif. C'est-à-dire que s'il est condamné par exemple à 6 mois de prison ferme, 1 an de prison ferme, 2 ans de prison ferme, bon, eh bien, ils seront exécutoires immédiatement. Voilà, voilà. Il y aura un mandat de dépôt. Donc c'est le même jugement que pour quelqu'un qui a tué avec un couteau, quoi. Je veux dire en fait. Sauf que là, ce sont des propos. Voilà, je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils avaient été très mal vécus. Vous savez l'affaire Alain Soral. Lorsqu'Alain Soral, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a été arraché. Il y a eu 2 affaires Alain Soral où la question s'est posée d'une certaine manière. D'une part, lorsque le tribunal de Bobigny, en première instance, avait condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir mis sur son site Égalité et Réconciliation un clip de défense des Gilets jaunes où on considérait qu'il y avait des choses antisémites parce que je crois que était jeté dans le feu, les Fidji d'Atali, voilà, etc. Voilà. Et aussi, je crois, de l'ancien PDG de la chaîne BFM TV, Raïd, voilà, donc bon, des choses comme cela. Et donc il avait été condamné en première instance à 2 ans de prison ferme. Alors qu'après en appel, il a été condamné même, je crois même qu'il a été relaxé, je crois, dans cette affaire. Ou en tout cas, oui, je crois. Bon, et c'est vous dire, d'un tribunal à l'autre, ça peut changer énormément. Et donc les magistrats en première instance à Bobigny avaient demandé un mandat de dépôt. Et là, c'est le parquet qui s'opposait en disant maintenant, en droit de la presse, c'est pas possible. Ce qui fait que Soral n'avait pas été en prison. Et le lobby juif était très mécontent de ça. Première affaire. Puis il y a une deuxième affaire plus récente, effectivement, à laquelle vous faites allusion. En juillet 2020, effectivement, Soral avait été pris dans le quartier où il habitait à l'époque, à Saint-Germain-des-Prés, directement auprès des policiers, et il avait été mis en garde à vue pendant plusieurs jours à la BRDP, endroit que je connais bien, pour y aller souvent, 36 rue du Bastion, Paris 17e, porte de Clichy, et en l'occurrence, le pouvoir public avait essayé de déterrer une législation qui avait été prise contre les anarchistes à la fin du 19e, au début du 20e. Vous savez, il y a eu plusieurs assassinats de président de la République, il y avait un gros anarchiste assez fort et assez violent, assez virulent à cette époque. Bon, et donc il y avait des lois d'atteinte à la sûreté de l'État de ce type, et donc on a essayé de ressortir ça de manière tout à fait abusive contre Soral, et parce que c'était un moyen, ils avaient essayé de trouver ce moyen-là pour essayer de contrôler les droits de la presse, pour qu'il puisse être mis en détention provisoire durablement, avant même qu'il y ait un jugement définitif, et avant même qu'il y ait un jugement tout court d'ailleurs, en détention provisoire. Bon, et finalement, là ce n'est pas les magistrats du parquet, c'est la magistrate du siège qui a été quand même raisonnable et qui à l'issue de la garde à vue l'a libéré. Voilà. Et depuis d'ailleurs, il y était déjà, je crois, mais il est parti en Suisse, on est revenu depuis. Il a jugé prudent en effet de ne pas remettre les pieds en France vu finalement ce genre de configuration. Mais si vous voulez, ça avait été 2 échecs pour le lobby juif, vous voyez, le tribunal de Bobigny qui demandait un mandat de dépôt, puis cette affaire devant la BRDP, où le pouvoir public, le parquet, souhaitait qu'il fût mis en détention provisoire, et là c'était la magistrate du siège qui s'y est opposée. Voilà. Bon, donc ils ont vu qu'il y avait quand même un problème à ce niveau-là de leur point de vue, une insuffisance de répression, puisqu'il faut toujours aller plus loin dans la répression. Alors, en fait, si je résume ce qui est proposé là, c'est le trou tout de suite. Tout le monde de trou finalement, tous ceux qui pensent mal, tous les délinquants de la pensée, c'est ça que ça veut dire. Bon. Et donc ils vont introduire ça, et ça, si vous voulez, c'est quand même très problématique, parce que par exemple un métier comme le mien, par exemple, pour parler de Riverol, on pourrait prendre d'autres organes, bon, même s'il n'y en a pas beaucoup, je crois, oui, bon, qui résistent. Mais il est évident que si par exemple on me poursuit, chose très fréquente, pour un article de Riverol, pour des extraits d'une vidéo que nous faisons ensemble, ou pour tout propos public que je peux être amené à tenir dans une conférence, un discours, que sais-je, bon, et que je suis condamné en première instance, et que les magistrats considèrent que, compte tenu de mon casier judiciaire, ou compte tenu tout simplement de l'infraction, eh bien, je mérite d'aller en prison, eh bien, dans ce cas-là, je pourrais rien faire, si vous voulez. Même si je fais appel, je pourrais d'aller en prison. Ce sera immédiat. Ce sera immédiat avec toutes les conséquences dramatiques pour le journal. En plus, ça tombe sur une date, enfin, vous déciderez pas du jour, quoi. On décide de rien. Et ça peut aller très vite, parce que je me rends compte maintenant, moi, quand je suis poursuivi, en moins d'1 an, on est jugé, parce que comme finalement, il prévoit les mercredis après-midi, pour uniquement les poursuites du parquet, on est considéré comme quelque sorte comme délinquant
prioritaire. On est finalement le désordre dans les rues, les destructions de biens, les attaques contre les personnes, les agressions, c'est peu de choses finalement pour le pouvoir en place. Hein. Ce qui compte, c'est que l'ordre règne s'agissant de la pensée unique. Hein, voilà, s'agissant de tout un grand nombre de sujets dont on n'a pas le droit de parler librement. Eh bien, en quelques mois, au moins d'un an, on peut être trop quoi finalement. Voilà, en quelques mois. Ce qui fait d'ailleurs que si cette loi est votée, il faudra que je prenne des dispositions pour essayer de prévoir, ce sera pas facile d'ailleurs, un remplaçant à tout moment au journal, au niveau de ma famille, ce serait très compliqué de s'organiser. Bon, enfin, il va falloir que j'y pense, hein, si elle est votée, parce que ça peut aller très vite. Voilà. Donc, c'est vous dire à quel point on est dans un régime à bien des égards soviétique finalement. Hein, voilà. Et que de plus en plus, on est traité comme les Palestiniens, hein, finalement, hein, à qui tout droit est nié, et simplement rappeler la morale chrétienne, rappeler ce que sont nos traditions, rappeler ce que dit la Bible de l'homosexualité, ne pas vouloir que la France soit submergée, dénoncer ce que Mitterrand appelait l'influence puissante et nocive de lobby juif, toutes ces choses et d'autres encore peuvent conduire en prison. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Ou défendre, ou simplement donner la parole à Vincent Renoir sur Roi d'Ours, sur d'autres questions, peut conduire à la prison, à la case prison. Voilà. Et dès la première instance, si cette loi est votée, alors que jusqu'à présent, il faut quand même l'appel puis la cassation. Bon, ce qui gagne comme 2 à 3 ans, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, plus encore que l'histoire de l'élève, puisqu'ils les amènent déjà en permanence, ils sont ballottés d'Auschwitz-Struthof en permanence. Bon, mais vraiment, moi, ce qui me frappe, c'est vraiment cette disposition. Voilà. Et donc, on voit très bien que d'année en année, la LICRA et d'autres organisations, l'OJIE, l'Organisation juive européenne et d'autres, sont tout à fait sur cette ligne. Il faut, en quelque manière, que le calme se fasse, hein, qu'on n'entende plus un seul bruit, même d'un simple moustique. Hein, il faut vraiment que la pensée unique règne. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé dans ce discours d'Elisabeth Borne, c'est qu'il n'y avait rien sur la Palestine. Hein. Sur la Palestine, il y a quelques années, comme dans les discours du Premier ministre, du chef de l'État, il y avait quand même toujours une petite allusion très rapide, hein, au conflit israélo-palestinien et au fait qu'il faudrait quand même que les Palestiniens aient un État. Là, c'est fini, ça n'existe plus. Hein. Voilà, on est passé à un saut qualitatif, si vous voulez, qui a été atteint. Voilà, maintenant, c'est fini, quoi. Je veux dire, c'est Israël Uberalos, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que je rappelle quand même qu'on nous parle en permanence d'Ilan Halimi, hein, dont la mort date de, je crois, de 16 ou 17 ans, bon, ces jours-ci, bon, enfin, c'est tous les jours qu'ils tuent des enfants palestiniens, hein, innocents, etc. On détruit les maisons, on détruit les cadastres, on détruit les cimetières, on détruit les vergers, on détruit les plantations, on détrône l'eau, on leur vole leur terre, on leur vole leur histoire. Alors, parce qu'ils ont détruit les cadastres, c'est-à-dire que après les gens qui avaient des maisons, qui avaient des cultures, ils ont du mal à prouver finalement, ou parfois avec de vieux parchemins, etc. Quel était leur chemin. Quelle était leur maison, leur terrain. C'est effrayant, si vous voulez. Je veux dire, on rase les maisons à Jérusalem-Est, on demande de détruire des logements palestiniens, la Cour suprême israélienne valide tout ça, sans même parler du grand mur qui a été fait. Enfin, c'est abominable. Ce sont des humiliations, des persécutions qu'aucun État au monde ne pourrait se permettre sans recevoir des bombes sur la figure, hein, voilà, immédiatement. Mais s'agissant de l'entité sioniste, du fait du dogme shoatique, eh ben, il y a une immunité totale, si vous voulez. Hein, voilà, ils peuvent détruire, tuer, mutiler tout un peuple, le conduire au désespoir, c'est-à-dire ce qu'ils font. Hein, et le boucher Netanyahou, le criminel de guerre Netanyahou, c'est exactement ce qu'il fait tous les jours. Hein. Donc, ils osent parler d'organisation terroriste palestinienne, hein, alors qu'on disait que la résistance c'est de la légitime défense. Là, ils n'ont pas le droit de la légitime défense, hein, les Palestiniens. Hein. Non, hein, il faut qu'ils se laissent massacrer sans rien faire, sans rien dire, voilà. Hein. Et même, si possible, être déportés, être expulsés. Mais on sait que les mots de déportation, tous ces mots-là, sont réservés en quelque sorte. Voilà. Bon, mais voilà. Donc, ça, il n'y a pas un mot. Voilà. Donc, il y a quand même des citoyens plus égaux que d'autres, si j'ose dire. Voilà. Et donc, moi, je veux dire que ma protestation est solennelle et totale, mon insurrection totale face à cette injustice permanente. Il ne faut pas penser que, contrairement à ce que beaucoup de gens à tort pensent, que les Palestiniens, ça ne concerne pas. D'abord, toute injustice concerne un homme qui a du cœur et qui est simplement humain. Mais en plus, je dirais que il nous traite de plus en plus de la même façon. Alors, pas aussi violemment,
encore, mais de plus en plus, ça se rapproche quand même. Rappelez-vous la répression des Gilets jaunes qui a été extrêmement violente, et vous remarquerez que dès qu'il y a une réaction, tout de suite on dit c'est antisémite. Hein. Les Gilets jaunes, ça a été le cas, les anti-vax, ça a été le cas, systématiquement, c'est quand même étrange. Hein. Ce qui prouve bien quand même que les gens qui ont le pouvoir, quand même, si à chaque fois que on dénonce le pouvoir en place, les gens, les puissants du jour considèrent que c'est antisémite, il y a quand même un problème. Hein, ça va quand même faire réfléchir un certain nombre de gens, me semble-t-il. Bon, voilà, hein, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Ouais, je voulais parler un petit peu du cirque d'hiver qui se rouvre pour Dieudonné, par exemple. C'est très étrange. Alors, il s'ouvre apparemment pour un soir, puisque c'est le vendredi saint d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est la conséquence d'une évolution, d'une trahison. Je ne sais pas, parce qu'il avait fait un spectacle qui s'appelait Judas. Et il a plein de ses enfants Judas aussi. J'espère que lui-même n'est pas un Judas. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui saura son âme. Je lui laisse encore le bénéfice du doute. Hein. Je ne sais pas. Je veux dire, compte tenu de tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a enduré depuis des années, je lui laisse le bénéfice du doute. Mais c'est vrai que c'est un petit peu étonnant qu'il puisse, en quelque manière, avoir droit tout à coup, alors que toutes les portes étaient fermées partout, au cirque d'hiver. C'est pas rien. Bon, c'est quand même pas le vélodrome d'hiver. Hein. Ça aurait été bon. Pas au Vel d'hiver, voilà. Quand même. Mais quand même, le cirque d'hiver, c'est quand même pas rien. À l'époque, Pierre Desproges faisait des blagues sur le vélodrome d'hiver. Oui, mais c'est une autre époque, ça, ouais. C'est une époque bénie par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons le temps des catacombes, nous. Même le rire n'est pas possible. D'ailleurs, elle a dit, elle a dit l'antisémitisme n'est jamais acceptable, même comique. Il est vrai qu'elle, avec la tête qu'elle se paye, c'est sûr qu'elle n'est pas comique du tout. Elle n'est pas très drôle, oui, c'est sûr. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Et en plus, elle n'a aucun talent. Plus on est médiocre, plus on est insipide. Et plus on n'a pas d'humour. Plus on a des chances d'aller loin, finalement. Ce qui est un peu normal, parce qu'il faut tellement être dans la servilité. Moi, je la voyais très bien capot de concentration, cette dame. Je veux dire, honnêtement, c'est assez effrayant. Oui, c'était elle qui avait promis à ceux qui n'étaient pas vaccinés d'être écartés du monde du travail, etc. On n'avait même plus le droit de gagner son pain. Les soignants, en France, n'ont d'ailleurs pas été rétablis. Ils n'ont pas été dans leur droit, ils n'ont pas été rétablis. Hein. Contrairement à d'autres États. Voilà, c'est une abomination sans nom. Vous voyez les injustices qui se cumulent, qui se multiplient, et qui sont là pour le coup contre notre peuple. Hein, voilà. Donc il faut quand même voir ce qu'il en est. Hein. Bon, donc. Il faut quand même réfléchir. Mais qui dirige? Voilà. Le fameux qui. Il ne faut pas prononcer ce pronom personnel. Dans la thématique sionisme bien milieu, il y a aussi Meir Habib qui a fait la une dernièrement. Un grand honnête homme. Ça se passe pas forcément super bien pour lui. Mais oui, voilà, donc il a été éconduit un peu. Ça vaut le nombre de mafieux chez ces gens quand même. Quand on voit Netanyahou, tous les procès qu'il a, enfin je veux dire, quand vous regardez un petit peu tout ce qu'il en est et tout ça, c'est quand même. Parce qu'il faisait quand même partie des milices de combat pro-israéliennes il y a quelques décennies. Il était tombé sur Benedetti, etc. Il a un sacré passé et passif. Ah oui, c'était l'ancien tabasseur du Bétard, effectivement. Oui, du Bétard, contre une des dont je rappelle qu'il avait d'ailleurs soutenu dans la campagne interne le niçois qui est maintenant président, Éric Ciotti, qui est président républicain. Il faut quand même pas oublier que Ciotti, c'est un sionisme plus total. Il y a des gens qui me disent que c'est un homme de droite, Ciotti. Alors il va peut-être parler un peu de sécurité et d'immigration, mais il a dit qu'il était pour la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Donc déjà, ça pose son nom. C'est pas très à droite. Ça pose son nom, voilà. On va remarquer, ils ont déjà la majorité de Simone Veil, donc quelque part il y a une cohérence dans l'horreur. Bon. Et d'autre part, lui c'est vraiment, comment dirais-je, un zélé sioniste intempestif. Ciotti, hein. Voilà, il parle en permanence de ça, d'Israël, de la Shoah, complètement soumis. Et encore une fois, je répète, je l'ai dit depuis des années, je le répète, la droite en Occident, et singulièrement en France, elle n'est autorisée que si elle est cachère, il n'y a rien à faire, hein. C'est tout, je veux dire, faut en avoir conscience, y compris à l'heure actuelle, y compris Marion Maréchal, y compris évidemment le Rassemblement National, voilà, tout ça, il faut passer sur les fourches codines du fameux lobby, mais à partir du moment où on passe sur les fourches codines de ce lobby, on perd toute liberté. Voilà, c'est ça le problème. Bon. Mais Meir Habib, oui, d'ailleurs, il est très ami avec Bibi, Netanyahou, et Netanyahou a dit qu'il était prêt à le faire ambassadeur d'Israël en France. Ce qui est quand même frappant alors qu'il vient d'être validé par le Conseil constitutionnel. Sachant que c'est Fabius qui le préside, il a quand même fallu qu'il multipliât, Meir Habib, les irrégularités comment dirais-je, les atteintes massives à la loi pour être invalidé quand même. Hein, voilà.
Bon, donc oui, il est accusé de fraude massive et tout ça. Oui, de toute façon, fraude grave électorale. Il va voir sa tête. Hein, je veux dire, quand on le voit et tout ça, ou il est rentré dans la rue ou de nuit. Bon, c'est quand même. Non, mais je veux dire, il doit faire peur aux petits enfants, quoi. Je veux dire, ça c'est le thème anthropologique. Est-ce que les gens ont la tête de ce qu'ils sont? J'en sais rien. Dans tous les cas, il y a une vulgarité chez cet homme, comme chez les Israéliens en général. Hein, vous savez, j'en parlais des Palestiniens, ils me disaient, faut voir leur tenue dans les avions, dans tout cela, etc. Je veux dire, c'est horrible. Oui. Donc, Jacques Attali aussi est très mal vêtu. Qu'on soit à genoux devant ces gens, c'est effrayant. Ça montre quand même une décadence, une dégénérescence absolue. Qui est jusque dans les milieux populaires. À ce moment-là, malheureusement. La culture noble a disparu, quoi, complètement. Donc, mais oui, voilà, pour Meir Habib, oui, qui les cumule, c'est vrai, à chaque fois qu'on entend parler de lui, enfin, c'est indéfendable. Mais c'est un prototype, hein, faut pas penser qu'il est marginal, hein. C'est un prototype. Oui, bien sûr, la preuve qu'il arrive quand même à garder une place jusque maintenant. D'ailleurs, il est très ami de Netanyahou, ce qui en dit long sur ce qui est Netanyahou, quoi. Oui, quand il se définit député français, Meir Habib... Qui dirige l'antisémionniste, voilà, ce qu'est l'antisémionniste, quoi. Voilà. Un terroriste et voyou, et mafieux. Donc continuons un petit peu dans la répression. Bon, il y a divers sujets qui me viennent en tête, vous me direz, mais il y a déjà la répression contre la recherche non conformiste, donc par rapport aux commémorations pour Robert Faurisson à Vichy, également la commémoration du 6 février 34 de Robert Brasiac, de Maurice Bardèche, par Yvan Benedetti, son groupement, etc. On a même également le fait que Rivarol soit un peu plus écarté des kiosques dernièrement. Donc voilà, de toute cette répression, là on fait un petit onglet répression après ces plans contre l'antisémitisme et le racisme. La répression ne cesse de s'accroître, effectivement. C'est-à-dire que plus ils vont dans le vote de lois immorales, de lois qui détruisent notre nation, notre civilisation, notre peuple, notre avenir, j'allais dire, et où en plus ils nous suppriment même, je dirais, les droits les plus fondamentaux. On l'a vu déjà avec les confinements, hein, liberté de circulation, liberté de manifestation, liberté de culte, et même aujourd'hui ils s'en prennent encore davantage aux retraites. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'en permanence on réduit finalement la pitance des Français finalement de souche. Hein. Ouais, il faut avoir conscience. Des gens qui travaillent toute leur vie et qui n'auront rien ou quasiment rien. Hein, voilà. Alors que pendant ce temps, la finance internationale, apatride, elle en quelque manière, ne cesse de se goinfrer, effectivement. Il faut avoir conscience de cela. Bon, ça aussi, c'est une forme d'injustice. Hein. Je rappelle que le refus de salaire aux ouvriers, l'oppression des pauvres, sont des crimes qui crient vengeance devant Dieu. On l'oublie trop souvent. Même parfois dans nos milieux, où parfois, il faut reconnaître, il y a des gens, des organisations, j'en citerai aucune, je veux dire, on exploite les gens sous prétexte que on est dans le milieu d'extrême droite, on est catholique traditionnaliste, on est tout ça, etc. Et où finalement on paye pas les gens pour leur travail, où on les paye une misère alors qu'on pourrait les payer plus. J'ai des témoignages multiples. Hein, il faut reconnaître aussi, il faudra aussi balayer devant sa porte, hein, parce que bon, il y a pas de raison voilà, je veux dire, d'exploiter les gens, parce que ça aussi c'est un crime qui crie vengeance devant Dieu. Ça c'est le problème des nôtres qui sont imparfaits aussi. Même je sais que Lucien Rebatté disait qu'il y avait de nombreux patrons d'entreprises catholiques qui étaient parmi les pierres, etc. Oui, mais ça c'est un grand problème, parce que parce qu'on ne peut pas simplement lutter contre l'immoralité, c'est une forme d'immoralité aussi, je veux dire, de ne pas payer à son juste prix l'effort, le travail des gens. Et j'ai souvent été choqué ça, que même dans nos milieux, et c'est encore plus choquant dans les milieux religieux ou ecclésiastiques. Et je l'ai vu souvent, au motif que finalement, bon bah c'est pour la cause, comme on dit, finalement on esclavagise parfois les gens, ou même parfois des gens qui ont des enfants, qui ont des familles, qui ont des traites à payer, à rembourser, etc. Et ça crée parfois des situations dramatiques, et je trouve que c'est très souvent le cas. Moi j'espère qu'on ne pourra jamais dire ça de moi, enfin j'espère. En tout cas moi j'essaye de veiller à cela, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez abject. Bon, soit ils ne font pas de contrat de travail, soit c'est carrément un professeur qui est smicard, ou voilà, c'est ça, bizarre, oui. Même quand on a de l'ancienneté, on a rendu des services pendant des années, enfin j'ai témoigné, enfin vraiment la parenthèse là-dessus. Bon. Voilà. Mais bon, avant de donner des noms. Non, mais c'est très décevant, effectivement. Ouais. Voilà. Finalement, je sais plus ce que je voulais dire. Tout ça, c'était l'onglet répression. Ah oui, l'onglet répression. Oui, le fait par exemple qu'on dissolve du jour au lendemain. Bon, il est vrai que Darmanin, Gérald Moussa Darmanin, spécialiste de cela, dire que naguère, pour être dissous, pour être interdit, il fallait quand même que des mouvements fussent compromis dans des violences, dans des rixes, alors parfois de manière très superficielle, très limitée. L'affaire Méric et tout voilà, ça. Mais même Méric, il y avait un petit quelque chose, même si c'était choquant. Enfin, c'était très choquant pour l'œuvre française et les jeunesses nationalistes qui étaient même pas présents.
ni de près ni de loin à ce fait divers. Oui, c'était pas une activité officielle. Donc c'est déjà scandaleux. Et maintenant, on dissout uniquement pour des raisons politiques, idéologiques, en disant ils sont d'extrême droite, ils sont haineux, ils sont racistes, ils sont antisémites. Bon bref, donc ça suffit finalement. Voilà. Par exemple, ils ont interdit beaucoup de nationalistes, qui à ma connaissance était un groupement de nationaux, de nationalistes jeunes, qui n'a commis aucun délit, qui n'a été mêlé à aucune violence, à aucune agression de personne, ni aucune atteinte contre des biens. Donc c'est hallucinant. J'ai vu que le site des alerteurs aussi, l'association des alerteurs et le site internet avec ont la chaîne YouTube aussi, oui. YouTube aussi finalement, ont été interdits, ont été dissous, alors que ce sont là pour le coup de jeunes musulmans. Alors on les fait passer pour des islamistes radicaux, alors qu'en réalité c'est des gens qui sont de la mouvance soralienne et dieudonistes, enfin dieudonistes première étape, voilà, première époque. Enfin, ils sont tout à fait dans cette mouvance-là. Je sais pas du tout des gens qui vont mettre des bombes, quoi. C'est ridicule. Et donc, on utilise le fait qu'ils soient simplement antisionistes, quoi, et judéo-critiques, c'est tout, pour finalement les interdire. C'est scandaleux, alors qu'ils n'ont commis aucune action délictueuse et encore moins criminelle. Bon, voilà. Donc ça, il y a eu 16 alerteurs. Il y a eu donc, je vous l'ai dit, les groupes nationalistes. Et puis, Yvon Benedetti, qui au nom des nationalistes avait organisé une marche au flambeau à Paris, le samedi 4 février au soir, pour commémorer les fusillés du 6 février 1934. Eh bien, cette marche au flambeau a été interdite par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, et le Benedetti s'était pourvu devant le tribunal administratif, avait saisi le tribunal administratif, en référé évidemment, parce qu'il fallait réagir rapidement. Eh bien, le tribunal administratif a confirmé, sans grande surprise, l'interdiction de cette marche au flambeau, dont je rappelle qu'il y a quelques années, le Renouveau français, qui était alors dirigé par Thibaut de Chassé, enfin maintenant il n'existe plus, le RF, chaque année, je me rappelle, il faisait de magnifiques marches au flambeau, ils avaient parfois de 200 jeunes gens, jeunes filles, marches au flambeau pour le 6 février, il n'y a jamais eu le moindre incident. Il n'y a jamais le moindre problème. Lorsqu'ils veulent faire accroire qu'il s'agissait de prendre de force l'Assemblée nationale, c'est grotesque. C'était le défilé traditionnel qui était certes dans son terme proche de l'Assemblée nationale, mais c'était simplement une marche. Il n'y avait rien de prévu, évidemment, à caractère insurrectionnel. Bon, voilà. Donc cette interdiction est quand même très inquiétante parce qu'elle manifeste ainsi que les dissolutions des deux mouvements que j'évoquais, mais il pourrait y avoir demain d'autres mouvements, puisqu'au fond, on donne que des raisons purement idéologiques, en arguant du fait qu'il s'agit d'associations, ou de mouvements, ou de groupements anti-républicains, alors qu'en réalité, simplement, ce sont des gens qui sont dans une opposition véritable au pouvoir public actuel, au régime actuel, au gouvernement actuel, mais il me semble que même sous la République, sous la Troisième République, on pouvait se dire monarchiste. Il y a des mouvements monarchistes, donc ils contestaient la forme du régime politique, la forme de gouvernement de la Troisième République. Et je ne sache pas que ces gens-là étaient en prison simplement pour avoir été royalistes, ou que leur mouvement était dissous uniquement pour ce motif. Hein. On dit toujours que, en principe, la France est censée défendre les libertés. On ne le voit pas beaucoup, en tout cas, et on le voit même de moins en moins. Et effectivement, c'est assez effrayant, d'autant que cela se fait sans qu'il y ait aucune réaction. Et on peut même pas compter sur le Rassemblement national pour dire quand même là vous allez trop loin, puisque Marine Le Pen récemment, on avait parlé dans notre précédente vidéo, a écrit récemment au Premier ministre pour demander la dissolution, l'interdiction de mouvements, de groupuscules dits d'extrême droite. Par conséquent, elle valide d'avance, si j'ose dire, toute interdiction, toute dissolution, ce qui est d'ailleurs en plus est stupide, parce que pour un certain nombre de gauchistes, même si c'est faux, elle est toujours considérée comme d'extrême droite aussi, et ce qui peut arriver aujourd'hui à d'autres pourrait lui arriver un jour demain. C'est peu probable avec toutes les concessions et réputation qu'elle fait, mais enfin c'est quand même un jeu dangereux de faire cela. Car rappelez-vous la polémique qu'il y avait eu lorsqu'un de ses députés avait dit qu'il retourne en Afrique. Hein. Bon, donc il suffit que demain il y ait des propos comme cela d'un député du Rassemblement national, il y aura peut-être des gens qui demanderont la dissolution du mouvement. Donc il me semble que c'est en plus un jeu assez dangereux. Bon, enfin en tout cas on ne peut compter effectivement aujourd'hui sur personne, si ce n'est quelques individualités ou quelques groupements, mais très modestes, pour effectivement résister face à cela, quoi.
Oui, d'ailleurs, il y avait à Vichy donc une remise de prix aussi pour un Allemand cette fois-ci, qui lui-même est très persécuté en Allemagne. Bon, de toute façon, en Allemagne, c'est encore pire. C'est encore pire. Effectivement, le 25 janvier, comme chaque année, je me suis rendu à Vichy pour le prix international Robert Forisson, que personnellement je préfère au prix Léon Alimi. C'est pas le même niveau. Bon, eh bien en l'occurrence, ce qui est incroyable, c'est qu'il a été interdit par le maire de Vichy. Pourtant LR, hein, comme quoi ça veut rien dire. Hein, oui. là-dessus. Oh, c'est le régimisme. Ils sont tous soumis. Et figurez-vous que lorsqu'on est arrivé, quand on est arrivé au cimetière à Vichy, rue des Bartins, eh bien il y avait 3 voitures de police, 2 à l'extérieur du cimetière et une qui trouvait à l'intérieur, comme le cimetière est très grand, pour interdire même le fait que finalement on puisse recueillir ne serait-ce que quelques minutes sur une tombe. Alors finalement ils n'ont pas réussi parce que comme on était, il faut reconnaître, hélas très peu nombreux, mais enfin quelque part c'était une chance, et qu'on n'est pas arrivé en même temps, que c'était disséminé, bon bah, finalement une ou deux personnes par-ci par-là, on pouvait aller sur une tombe, ils n'ont pas forcément reconnu, bon, donc finalement on a quand même pu prier quelques minutes sur la tombe du professeur Forisson, qui n'a que, sur sa pierre tombale, il n'y a qu'un prénom, Robert, parce que elle a déjà subi plusieurs attaques, plusieurs actes de vandalisme, voilà. Et donc il y a que son prénom Robert, et il y a une petite coccinelle. Vous savez pourquoi Robert Forisson avait choisi cet insecte sur sa tombe? Et tout simplement parce que la coccinelle, c'est l'insecte qui dévore les larves. Et comme toute sa vie a été entourée de lâches, comme il disait, il trouvait qu'il y avait une lâcheté effrayante, et je suis bien d'accord avec lui, je l'ai souvent constaté à mon humble niveau, mais lui bien plus encore que moi, eh bien il a choisi ce symbole qui est assez intéressant, parce que, et c'est vrai que ça n'est pas anodin, parce que finalement, ce que l'on vit, bon, il y a beaucoup de bêtises, hein, aujourd'hui maintenant, je vois les gens, il y a beaucoup de gens finalement, ils ne font que redire ce que dit BFM TV, voilà, ils se croient intelligents, et ça Bernanos l'avait très bien vu dans son livre justement contre la technique, la France contre les robots, écrit en 1943 je crois, parce que en réalité il disait mais les imbéciles, ce qu'il appelait les imbéciles, voilà, auront un avis sur tout, sur le moindre point de vue de politique internationale, de politique intérieure même plus pointue, etc. Alors ils n'ont pas les compétences ni les connaissances pour cela et tout ça, et le diront de manière péremptoire, et il disait ouais, c'est une fabrique d'imbéciles, alors qu'il suffisait que ces personnes connaissent quelques vérités fondamentales, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, voilà, soient attachés à un certain nombre de vérités, de quelques traditions élémentaires, et c'était parfait, il y avait une vie tout à fait satisfaisante, l'essentiel c'est de faire son salut, et c'est très bien, voilà, alors que maintenant je vois, etc., même des gens, etc., ils prennent position dans le conflit russo-ukrainien, de manière péremptoire, dans sur tel ou tel fait divers, sur telle ou telle situation politique ou autre, et on s'aperçoit qu'en général ils font redire ce que disent les grands médias, ils pensent penser personnellement, alors qu'ils ne font que régurgiter, j'allais dire vomir quasiment, tel un geyser, je veux dire ce qu'ils ont entendu, quoi. Je veux dire c'est assez effrayant à voir. Bon, et ça on le voit souvent. Donc il y a effectivement, je dirais les imbéciles, hein, voilà, la bêtise. Hein, qui, à mon avis, la chose du monde est mieux partagée, mais surtout aujourd'hui avec les masses médias qui abrutissent et autres, bon, et d'autre part, donc il y a la bêtise d'une part, et d'autre part il y a la lâcheté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui eux comprennent, eux voient, eux ne sont pas sots, mais par carriérisme, pour ne pas avoir d'ennui, pour avoir la paix de Pilate, pas celle du Christ. Bon, eh bien je veux dire, marche dans la combine, si j'ose dire, voilà, se taisent, voilà, se taisent, et même parfois non seulement se taisent, mais vont même dans le sens du système en place. Bruno Gollnisch m'avait dit que lorsqu'il avait été un peu persécuté, lorsqu'il avait tenu des propos semi-révisionnistes, disons, lors d'une conférence de presse en 2004, même si hélas à son procès, bon, il a reconnu ce qu'on lui demandait de reconnaître, mais il m'avait dit que pendant ces 2 ans qui étaient assez difficiles, 2004-2006, eh bien, il y avait même des gens qui l'attaquaient en public, qui en privé lui disaient, en fait, on pense pas en mode ce qu'on dit, mais on est obligé, voilà. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va, hein. Et ouais, il m'avait dit ça, vous voyez. Donc, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je pense qu'on serait surpris si on savait tout, quoi. Je veux dire, voilà. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, même à haut niveau, qui savent très bien que ce qu'ils font, c'est une abomination, le LGBTisme, le choatisme, tout ça, etc., qui va présenter ça les rend d'autant plus coupables, hein, il faut qu'ils fassent attention. Ça les rend d'autant plus coupables. Mais le problème, c'est que bon, il y a des victimes, et c'est ça qui est dramatique. Vous savez, je vous ai déjà raconté l'anecdote de Roland Dumas, qui est aujourd'hui centenaire. Frisson m'a raconté une fois que, alors qu'il dînait dans un restaurant parisien,
Dumas était à l'autre bout du restaurant et il a reconnu Faurisson. Et il a traversé tout le restaurant d'un pas assez rapide pour lui dire, féliciter, et lui dire Faurisson, c'est vous, professeur, c'est vous qui avez raison sur les chambres à gaz. Voilà. Donc, je me fais exciter. Mais si vous voulez, c'est intéressant. Dumas, ministre des Affaires étrangères, président du Conseil constitutionnel, ami intime de Mitterrand, c'est pas rien quand même. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que bon, il le reconnaîtra peut-être pas publiquement, même à 100 ans, je ne sais pas. Il attend peut-être la Légion d'honneur encore, je ne sais pas. Il l'a déjà eu. Mais je veux dire, vous voyez, c'est quand même des anecdotes très intéressantes. Je pense que si on savait tout, je pense qu'on serait vraiment très étonné. On est vraiment dans le règne du mensonge à un niveau absolument effrayant, quoi, du mensonge et du vice. Mais on serait étonné. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas dupes, au niveau. Mais simplement, s'ils veulent faire carrière, s'ils veulent avoir de l'argent, s'ils veulent réussir dans le monde, après, s'agissant de leur vie après la mort, c'est autre chose. Hein. Ils prennent des risques. Mais en tout cas, dans un but purement mondain et purement temporel, effectivement, voilà, ils sont dans le règne du mensonge et du vice. Alors, du nouveau sur Vincent Renoir et son extradition est sorti. C'est une petite rubrique mensuelle maintenant. C'est bien ça. Effectivement. Donc, il y a du nouveau. D'ailleurs, je ferai en sorte qu'il y ait du nouveau chaque mois pour essayer d'alimenter un petit peu la vidéo. Non, effectivement, il y a du nouveau, puisqu'il y a eu une audience le 9 février. Au départ, elle devait être le 23 février, elle a été avancée de 14 jours. Et le 9 février, et c'est très intéressant parce que son avocat, l'avocat de la défense, Paul Dunne, DU2NE, pour ceux qui prennent des notes, Paul Dunne, eh bien, est allé le voir, peu avant d'ailleurs cette audience, pour dire que son dossier était très intéressant et qu'il avait demandé des compléments d'information à la France, requête à laquelle ne s'est pas opposé le tribunal, parce que ils se rendent compte finalement que la vidéo pour laquelle a été condamné à 1 an de prison ferme Vincent Renoir en 2015, d'abord à Coutances puis à Caen, eh bien, en l'occurrence, c'est une vidéo mise en ligne fin 2013 et qui évoquait l'anniversaire alors prochain du débarquement sur les plages de Normandie et le bourrage de crâne qui allait avec. Bon, il y ajoutait aussi, je pense, Auschwitz et tout ça. Bon, et donc il a été condamné pour révisionnisme à un enfer bien, mais il n'y a pas du tout de racisme et d'antisémitisme là-dedans. En tout cas, pour comment dirais-je, les juristes britanniques, les juristes écossais, vous savez que dans le droit britannique, le révisionnisme n'est pas encore, en tout cas, un délit. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'antisémitisme ou du racisme caractérisé. Alors qu'en France... eux, ils n'ont pas eu de régime nationaliste, de toute façon, ils ont eu Churchill. Donc, voilà. Alors qu'en France, comme hélas dans beaucoup de pays du monde maintenant, le révisionnisme est assimilé à une forme d'antisémitisme, même souvent la forme la plus aiguë, la plus déguisée. Bon, bref, on en connaît la chanson. Bon. Oui, alors que là, on parle de quelque chose qu'on aurait trouvé dans les camps de concentration. Et comme en plus... on ne parle pas de judaïsme. Voilà, et comme en plus Vincent est l'être le moins haineux qui soit, je veux dire, il n'a jamais fait de déclaration antisémite, il se dit même judéo-indifférent, il l'avait dit dans une vidéo. C'est peut-être pas très bien pour Ragoy, mais... Il est judéo-indifférent, ce qui prouve qu'il a beaucoup de patience. Bon. Et donc... une patience presque christique. Bon. Et donc hors du commun, je vais dire. Hors de l'état normal des choses. Voilà. Bon, bref. Bon, et toujours est-il, en l'occurrence, eh bien, que finalement, pour l'instant, la France finalement a triché parce qu'en fait, si vous voulez, dans les infractions qui pouvaient permettre une extradition du Royaume-Uni vers la France, tu suis toi? Ouais, t'as intérêt. Bon, du Royaume-Uni vers la France. Eh bien, il y a le racisme, et l'antisémitisme est une forme de racisme, on le sait bien, même si parfois ils le mettent à part, enfin bon, c'est quand même englobé dedans, bon, avec, voilà. Eh bien, il faut qu'il y ait donc du racisme et de l'antisémitisme pour qu'il soit éventuellement extradé. Or, si c'est du révisionnisme pur, il n'en est rien pour l'instant. Et donc, ils se sont rendus compte que la France, c'est pourquoi le général Jean-Philippe Rélan, président de l'Office central de la lutte contre les crimes contre l'humanité et contre les crimes de haine, voilà, avait dit qu'effectivement, je cite, il avait dit qu'il y avait, je cite, de manière fémisante, il avait dit qu'il y avait des difficultés juridiques dans ce dossier. Effectivement, les difficultés juridiques, c'est quoi? C'est qu'ils ont falsifié les choses. C'est-à-dire qu'en cas de la falsification, ils ont l'habitude, hein, bon. Mais en l'occurrence, ils ont considéré qu'il était coupable de racisme, alors qu'en réalité, ça n'est que du révisionnisme pur, quoi. Hein. Et d'autre part, ils ont essayé de faire croire que c'était un délinquant, parce qu'ils avaient évoqué une agression raciste à travers l'atteinte à un mémorial. Enfin, c'est le tag, le fameux tag sur le centre de la mémoire de Radour-sur-Glane, dont on voit mal
comment Vincent Renoir pourrait être considéré responsable, puisqu'il était au Royaume-Uni à ce moment-là. Hein, voilà. Mais comme il avait marqué Vincent Renoir a raison, et l'âge menteur a quand la vérité, Renoir a raison. Voilà, c'était ça. D'ailleurs, c'était une hystérie politico-médiatique pendant plusieurs semaines pour un simple tag. Hein, voilà. Bon, on n'a jamais retrouvé les auteurs. Hein, preuve qu'ils ont été malins, d'ailleurs, en passant. Bon, mais enfin. C'est surtout à partir de là qu'ils ont vraiment voulu poursuivre Vincent Renoir et le ramener par le biais de l'extradition donc en France. Et en l'occurrence, pour l'instant, ça semble pas si simple. Alors, je ne dis pas qu'il ne sera pas extradé, je n'en sais rien, il peut se passer beaucoup de choses. La décision définitive sera prise le 6 avril, qui est cette année le jeudi saint. Donc j'espère que ce ne sera pas une mauvaise nouvelle. Il y aura déjà une audience préliminaire, le 9 mars, mais de pure forme. Donc normalement le 6 avril dans la journée, on devrait avoir une réponse sur l'extradition. Ça ne veut pas dire forcément que ce sera définitif, parce qu'il peut y avoir des appels, bon voilà. Mais en tout cas, dans l'hypothèse la plus optimiste, bon, c'est pas fait encore, hein, mais dans l'hypothèse la plus optimiste, il pourrait être libéré dans les heures ou les jours qui suivent le 6 avril, s'il n'y a pas d'appel, évidemment, bon, parce que jusqu'à présent, le tribunal défendait l'extradition, enfin pas le tribunal puisqu'il n'a pas pris position encore, mais disons l'accusation, enfin ce qu'on appelle en France le parquet ou le ministère public, eh bien défend la position de la France jusqu'à présent, alors que son avocat évidemment défend Vincent, mais le fait, d'après son avocat, que le tribunal ait accepté de retarder de 2 mois et que cette décision, et que eux-mêmes ont demandé des précisions à la France, hein, comme l'avocat de Vincent, c'est quand même intéressant, quoi. Hein. Et effectivement, il est évident qu'il y a une entourloupe dans cette affaire, et ils auront beaucoup de mal, me semble-t-il, surtout à travers cette vidéo, à essayer de trouver du racisme et de l'antisémitisme, parce que je me rappelle très bien, j'avais vu cette vidéo, il dénonçait le bourrage de crâne, des scolaires, des classes, etc. Mais il n'y avait absolument pas l'once de racisme ou d'antisémitisme. Sauf encore une fois considérer que le révisionnisme est l'antisémitisme. Voilà. Mais ça n'est pas encore acté dans la législation britannique. Donc c'est une affaire quand même qui est très intéressante. Et son avocat était très excité, m'a dit Vincent, par cette affaire. D'ailleurs, dans le numéro de Riverol de cette semaine, daté du 15 février 2023, il y a une longue interview de Vincent que je vous invite à lire. Hein. Vous pouvez vous procurer le numéro sur riverol.com en PDF ou en papier, ou dans les kiosques là où il est encore disponible, parce que vous verrez vraiment qu'elle est très intéressante. Il raconte ça dans le détail, Vincent, et il montre bien quand même que l'affaire est très intéressante et que ça va être intéressant de voir ce que va décider in fine le Royaume-Uni. Voilà. Parce que finalement, enfin, ce qui est sûr, en revanche, c'est que il est sûr qu'il restera en prison jusqu'au 6 avril. Donc il aura déjà fait 5 mois de prison, peut-être pour rien s'il est libéré après. S'il le relâche, alors s'il est relâché, voilà, de toute façon, moi je vois mal s'il est relâché. Il pourrait revenir chez lui. Le truc, c'est que c'est là où les policiers ont débarqué la fois précédente. Je crois qu'il a des sympathisants qui essayent de voir s'il pourrait trouver, on lui trouve une petite maison, un petit appartement, quelque chose, etc. au Royaume-Uni. Mais enfin, pour l'instant, tout ça reste avec beaucoup de quotidien. Et en plus, il n'est pas certain que s'il n'est pas extradé, qu'il n'enclenche pas une procédure d'expulsion. Parce que, apparemment, on me disait que non, ce ne serait pas possible, en tout cas immédiatement. Vous savez, je rappelle ce qu'a toujours dit Forisson, en matière de révisionnisme, il n'y a ni foi, ni loi, ni droit. Donc, comme il y aura des pressions très importantes, d'une part de la France et d'autre part de la communauté juive en Angleterre, à mon avis, ce sera quand même pas simple. Hein, je veux dire, ça sera pas simple. Mais ça va être quand même intéressant de voir. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il veut toujours se battre et se battre jusqu'au bout, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais là, on voit très bien qu'ils sont dans le mensonge le plus total. Alors oui, je répète, hein, je l'avais déjà dit, mais c'est quand même frappant. Vous voyez là encore leur mensonge, leur hypocrisie. On nous parle toujours d'état de droit, de respect du droit, etc. Alors qu'en réalité, ils le bafouent complètement quand il s'agit de gens qu'ils ont envie d'enfermer, d'éliminer, etc. Hein, je veux dire, hein, on n'entend pas Badinter, on n'entend pas Amnesty International, on n'entend pas la Ligue des droits de l'homme, et encore moins évidemment la LICRA, pour protester contre le fait qu'on ait violé le droit dans l'affaire Vincent Renoir. Il est considéré comme un révisionniste, un négationniste, un nazi, un militant national-socialiste, etc. Donc il n'a aucun droit, hein, à la limite pas même de vivre. Hein. Voilà, donc alors que on sait très bien, pour ceux qui le connaissent, que Vincent c'est une crème. Il est très débonnaire, on dirait presque trop. Presque bonasse, presque bonasse, je dirais, voilà. Voilà. Bon, très bien. Alors, un mot sur le film Vaincre ou mourir qui sort jusque les salles de cinéma, qui a essuyé pas mal de critiques parce que peu de moyens ont été employés, mais ça ne veut pas dire que le jeu d'acteur n'est pas honorable. Mais voilà, la presse
essentiellement de gauche, a fait une critique qui n'était pas que culturelle. Et rappelez-vous le film La Passion de Mel Gibson en 2004, finalement... Dans un autre domaine. Il n'arrivait pas à trouver un seul distributeur pour que le film fût, comment dirais-je, présenté dans les différentes salles de cinéma. Et il a fallu faire appel, je crois, un peu le sort donné, à un producteur maghrébin, je crois, je ne sais plus s'il était marocain ou, enfin en tout cas maghrébin, parce que tous les autres étaient juifs, bon, ils ne voulaient pas entendre parler de la Passion du Christ, où effectivement les dirigeants du peuple juif n'ont pas un rôle particulièrement majoratif, bon voilà, voilà. Et donc si vous voulez, ils ne supportaient pas ça, la vérité les dérangeait en quelque sorte. Dans le sang des reins, à part Nicodème, oui, tout le monde était en face. C'est ça, Nicodème et Joseph d'Arimathie, voilà. Voilà, oui, c'est ça. Bon. Et donc, il y a toujours des cas. Oui, c'est comme en grammaire, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. C'est comme les juifs qui sont passionnistes, il y en a, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je veux dire. Bon, oui. Voilà. Donc, en l'occurrence, s'agissant donc, de la passion qu'il a fallu, voilà, donc ça a été très compliqué, etc. Bon, voilà. Bon, et même il avait fait en sorte que la phrase que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, prononcée en araméen, ne fut pas traduite en aucune autre langue, parce que justement le lobby juif ne voulait pas entendre parler de ça, alors que c'est l'évangile. Hein. Je suis désolé, j'y peux rien. Voilà. Fallait pas le citer. Même ça c'était trop, donc ça va loin. C'est pas du négationnisme, ça. Bon. C'est comme la négation de la Palestine, c'est pas du négationnisme. Enfin bref, bon voilà. Bon, eh bien, bref, quoi qu'il en soit, donc la passion, rappelez-vous. Et là, vaincre ou mourir, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il s'agit de. Alors là, il y a pas de juifs dans cette affaire, donc c'est un peu moins violent. Mais quand même, je veux dire. C'est contre-révolutionnaire. C'est contre-révolutionnaire. C'est contre les républicains. Donc si vous voulez. C'est même royaliste catholique. Présenter la République, les républicains comme sous un jour négatif. Oui. Et en l'occurrence même comme des meurtriers, des criminels, ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont. Hein, parce que la République depuis jusqu'à nos jours est criminelle. Hein, elle est essentiellement criminelle. Hein, voilà. Sa naissance était un avortoir, mais géant. Tout à fait, voilà. Donc ça, ils supportent pas, alors que c'est l'histoire. Mais vous voyez, par exemple, en même temps, la Ve République aussi, avec l'épuration. Ah bien sûr. Épuration. Non, mais parce que là, l'épuration n'est pas plus pure. La 4e, l'épuration, la 5e, l'épuration, oui. Après la guerre d'Algérie, effectivement. Aussi, oui, bon, mais ce dont il faut avoir conscience, c'est que à partir du moment où on a affaire à des catholiques, des royalistes qui défendent leur terre, leur roi, leur Dieu, leur foi, eh bien, ça n'est pas quelque chose d'acceptable. Et même, je crois, la revue de cinéma Première a même dit que non, enfin, on peut pas comparer avec la Shoah, que c'était scandaleux et tout ça, parce qu'il y a aussi, le mythe du crime unique, de la souffrance unique, finalement. Oui, là, c'est à quoi c'était heurté du bonnet quand il parlait de l'esclavage. On en revient toujours à ça. On en revient toujours à ça. Encore une fois, je ne peux pas faire de parallèle. Non, mais je disais la dernière fois, les écoles dites catholiques sous contrat, comment se fait-il qu'elles n'aillent jamais amener leurs enfants faire un pèlerinage en Vendée? Ce serait utile. Hein. Là où il y a vraiment un populicide, là où il y a vraiment des gens qui sont morts pour leur Dieu, pour leur foi, massacrés, tout ça, il y aurait toute une histoire racontée. Un beau terreau chrétien. Voilà, un terreau chrétien. Voilà. En plus, ça pourrait développer leur foi, leurs convictions, etc. Et on les amène en permanence à Auschwitz, au Struthof, partout, alors ça n'a rien à voir avec leurs aïeux, avec leur histoire, avec notre terre, avec notre race, avec notre peuple, avec notre foi. Je veux dire, c'est hors sujet, si j'ose dire. Voilà. Ouais. Donc c'est quand même dramatique, ça. Hein. Bon, voilà. Et donc on voit très bien que au fond, leur mémoire sert à gazer toute autre mémoire. Voilà. C'est à éliminer toute autre mémoire. C'est-à-dire qu'autrefois on parlait des 43 qui ont fait la France. Donc là, le Zyklon B a existé, mais des 43 qui ont fait la France, du chevalier Bayard sans peur et sans reproche, de nos saints, de nos héros, de nos martyrs, de nos paysans, de nos laboureurs qui ont fait la France, de nos vierges, Paray le Monial, Sainte Thérèse, Sainte Bernadette, etc. Sainte Bernadette à Nevers, Sainte Thérèse à Lisieux, Sainte Marguerite Marie après le Monial. Bon, voilà. Monseigneur Bossuet, bien sûr, toute l'histoire de France, quoi, etc. Avec ses batailles, avec ses soldats, avec ses saints, ses martyrs, ses héros, etc. qui ont fait la France. Là, tout ça est éliminé ou mis de côté, et du matin au soir, en collège comme au lycée, et moi je le vois avec les gens qui m'entourent, qui sont dans les écoles, que ce soit le public ou le collège sous contrat, c'est le journal d'Anne Frank, il y a à boire, il y a à manger, etc. En plus, la fille était particulièrement impudique, hein, je veux dire, c'est pas, là pour le coup, c'était pas une sainte et tout ça, enfin bref, pas son bon, voilà. Enfin, c'est les héros d'aujourd'hui, quoi, je veux dire, les héros frelatés faisant des bons. Voilà, bon, vous pouvez pas faire de clip de R&B quand même. Bon, bref, donc, mais bon, enfin voilà, voilà, et en plus, s'agissant donc voilà, et ça
en permanence, donc le Struthof, Auschwitz, et j'en passe et des pires, voilà. Donc c'est que ça, quoi, si vous voulez, en permanence. Hein. Et c'est fait exprès. Il y a une volonté d'enrégimenter, de lobotomiser les cerveaux, d'assassiner les âmes, hein, d'asservir les âmes, faut dire les choses, de violer les consciences, de les abrutir, voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui est effrayant. Et oser faire ça au moment où la Palestine est ensanglantée, particulièrement tout ça, c'est particulièrement vomitif, quoi, et particulièrement cynique. Donc il faut dénoncer cela. Essentiellement sur le général Charette, et on voit que il arrive tellement à s'imposer qu'il arrive à la table des négociations et qu'il y a finalement même un certain respect entre les deux. Il y a une lutte politique entre les Républicains et Charette. Voilà, même si leur violence est montrée, on voit que ça reste militaire et que le combat est d'une façon régulière. Oui, mais surtout que c'est le fils de Philippe de Villiers qui a fait ça. Villiers, c'est quand même pas. En termes de résistance au système, on va quand même pas dire que ce soit quand même le nec plus ultra. Ça se nourrit de la contre-révolution, mais c'est quand même très léger. Il a fait toute sa carrière dans le système. Bon, le Puy du Fou, ce qu'il a fait pas mal, mais en dehors de ça, on peut pas dire que l'homme vaille grand chose. Hein, je le dis franchement. Voilà. Bon, donc ça reste quand même très assez modéré. Assez modéré. Bon, et je crois que même Renal Sécher, bon, je veux dire, il a dit des choses comparant la Shoah et tout ça. Bon, je veux dire, qui me c'est pas nécessaire. Dans le film, je crois qu'il n'y a pas ce passage, mais oui. Non, mais je veux dire, son combat, il le fait en permanence. Oui, c'est vrai. C'est insupportable. C'est ce qui fait qu'il peut tenir des discours à la c'est pour ça. Donc, ça fait passer au moins le discours vendéen un peu plus officiellement. C'est vrai. Enfin, il faut toujours faire ses concessions insupportables, quoi. C'est vrai. On passe pour les faire plutôt crever, je veux dire. Donc, un autre sujet, mais pas si drôle, c'est le trépas de l'abbé Guépin. Oui, alors j'avoue que j'apprécie beaucoup de tristesse et presque une forme d'incrédulité ce décès. Oui, c'est vrai que le jour même on n'y croit pas. Oui. Parce qu'il avait 71 ans et c'était vraiment un ami du journal qui venait à chacun de nos banquets, il chantait de sa belle voix le bénédicité, il dit un mot réconfortant, manifestant son amitié constante, et on mesure la réalité et la profondeur de l'amitié de quelqu'un lorsqu'il se manifeste dans les coups durs. Et moi, chaque fois que j'avais un procès, un risque de prison, des difficultés de toutes sortes, eh bien, à chaque fois, sans même que je m'y attendisse, eh bien, il me téléphonait, il me passait un petit coup de fil, discret, gentil, voilà. Et je trouvais ça vraiment très remarquable, de délicatesse, de gentillesse. Très doux et militant même, parce que les commémorations me régale. Alors j'y viens, c'est que on lui doit évidemment chaque année pour le 23 juillet la mort du maréchal, eh bien les commémorations à l'Île-Dieu. Où il célébrait la messe, quand il le pouvait dans une des deux églises de l'île, quand elles étaient fermées, ce qui était le cas de plus en plus fréquent, volontairement, les dernières années, il le disait gravement sur la tombe du maréchal, dans le cimetière, et il ne manquait jamais cette activité, il ne manquait jamais non plus, effectivement, le 21 janvier, pour la mort, l'assassinat de Louis XVI, cette décollation, eh bien, de dire une messe sans intention, de lire le testament de Louis XVI, de faire une manifestation spécifique chaque année à Nantes. Pour cela, on lui doit également, j'ai dit le télémonier de l'association nationale Pétain Verdun, mais également, on lui doit évidemment le fait d'avoir été aumônier pendant plus de 30 ans du Cercle national des combattants de Rojolin, renvoyé avec son béret rouge de parachutiste, puisqu'il avait fait l'armée chez les paras, donc il avait gardé dans mon souvenir, et donc il était vraiment attaché à toutes les manifestations patriotiques, et il avait un coup de culte très particulier, très poussé bien sûr de la Sainte Vierge, mais également de Sainte Jeanne d'Arc, de l'Archange Saint-Michel, et c'était vraiment un prêtre à l'ancienne, à la fois, je dirais, par son maintien, son éducation, sa délicatesse de conscience dans les manières, etc., sa fidélité, et puis je dirais aussi quand même un homme de foi et de prière, parce que il a dans sa jeunesse, il avait été à l'école à la Pérodière, qui était une des premières écoles traditionnalistes de Lusquenet, décédé aujourd'hui. Et puis après, il avait pensé à un moment donné rentrer au diocèse de Luçon, en Vendée. Et puis finalement, en se rendant compte que les quelques camarades qui avaient été, eh bien, en sortis en ayant perdu la foi, il a été au séminaire des Cônes, qui commençait en fait à peine, en septembre 1971. Et puis il a été redonné prêtre 6 ans plus tard, le 29 juin 1977, par Monseigneur Marcel Lefebvre. C'est un bout de l'histoire de la tradition qui. Tout à fait, voilà. C'est une histoire aussi, voilà. Et du sévacantisme. Avec même, j'y viens. Et comme lui, il n'a jamais voulu citer au canon de la messe, parce qu'il ne les reconnaissait pas comme les vicaires du Christ, ni Paul VI, ni Jean-Paul Ier, ni Jean-Paul II,
ni Benoît XVI, ni aujourd'hui François, eh bien, au début de 1980, alors que la direction de la Frère Saint-Pédis cherchait déjà une régularisation canonique avec les occupants modernistes du Vatican, eh bien, le fait qu'il refusa de citer au canon de la messe, également dans les saluts du Saint-Sacrement, au moment des rogations, dans la litanie des saints, etc., le nom de l'occupant du siège de Pierre, qui était à l'époque Jean-Paul II, eh bien, il a été renvoyé de la Frère Saint-Pédis, ce qui n'était pas facile, hein, parce que à l'époque c'était une structure certes moins importante qu'aujourd'hui, mais quand même, qui était quand même solide, et s'était retrouvé un peu dans la nature. C'était une forme de saut en parachute, sans parachute. On parlait d'un parachutiste, en quelque sorte. Sauf qu'il existait à l'époque des associations Saint-Pie V dans un certain nombre de villes de France qui étaient coordonnées par Monsieur Sacrier de la Bâtie, aujourd'hui décédé. Et donc il a pu comme ça, il était à Bordeaux en 17 à 80, en laïque, oui, 17 à 80, et il s'est installé en juin 80 à Bordeaux. Il est resté plus de 42 ans, jusqu'à sa mort. Je crois que le curé d'Ars est resté 42 ans à Ars. Il est resté, je ne vais pas faire de comparaison, mais enfin, il est resté 42 ans à Nantes. Et en l'occurrence, avec une fidélité remarquable. Et d'une grande douceur, c'est vrai qu'il n'a aucune rancœur vis-à-vis de Monseigneur Lefebvre alors qu'il était mis à la porte, tout à fait. etc. Oui, Oui, d'une grande douceur, tout à fait. Et puis bon, même quand il a été mêlé malgré lui à des divisions qui n'ont pas manqué, qui ne manquent pas dans le camp traditionnaliste, dans le camp de la résistance à Vatican II, il a toujours fait preuve de beaucoup d'hébénité, de diplomatie, de gentillesse. Effectivement, il n'était pas rancunier du tout. Et puis, il a quand même subi beaucoup de cabales aussi, puisqu'il a été persécuté par l'administration fiscale. Il a subi un procès tout à fait injuste dont il est sorti innocenté. Et surtout, ce que je voudrais dire, comme pour lui rendre hommage, c'est qu'au moment du confinement, contrairement à certains de ses confrères qui ont obéi au doigt et à l'œil au gouvernement, aux oukas gouvernementaux, faire vraiment double tour de leur chapelle, se débarrassant même de l'eau bénite, la jetant, ce qui est quand même incroyable, se mettant aux abonnés absents. Lui, en revanche, il a continué à maintenir aux horaires habituels la messe chantée du dimanche, tous les offices. Il a sillonné les routes pour continuer à administrer les sacrements, à baptiser, à extrémiser les mourants, donner la communion, le viatique, secourir les affligés, faire son ministère de prêtre. Hein. Et discrètement, mais sûrement sans faire d'esclandre, j'imagine quand même. Discrètement, mais on ne mesure pas la fatigue qu'implique de faire chaque semaine des milliers de kilomètres, quoi. Ouais. C'est-à-dire que surtout quand on prend de l'âge ou quand on est malade, fatigué à un moment ou à un autre, c'est épuisant, hein, c'est épuisant. Et je crois qu'on mesure pas assez, on prie pas assez pour ça, on sacrifie pas assez pour ça, me semble-t-il, pour les milliers de kilomètres que font les prêtres traditionnalistes pour essayer de donner les sacrements valides et les sacrements. Il faut être prêtre et trop tard. Pour les malades, les mourants, et pour tous les fidèles, les demandants, quoi. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui est quand même frappant, parce qu'il avait eu à l'été dernier un accident assez grave, qu'il avait quand même secoué, affaibli, et on peut penser que c'est la suite de cet accident qui a amené cela. Je crois qu'il avait de la tension depuis, il était quand même très affaibli, et il est mort de mort subite, semble-t-il, puisque son adjoint et successeur, le jeune abbé Henri de la Chenille, l'a retrouvé plusieurs heures après sa mort, habillé en soutane dans sa salle de bain, gisant sur le sol, et la tête qui était fracassée contre la baignoire. Hein. Ce qui laisse à penser qu'il a probablement eu un malaise. Alors ce qu'on ne se raconte jamais, c'est est-ce que c'est un malaise mortel et que la chute a suivi ce malaise mortel, ou est-ce que c'est un malaise et que la chute, qu'il a mal chuté, parce qu'une baignoire c'est très dur, hein, quand on tombe la tête en arrière, il y avait du sang. Voilà, ça ne saura jamais. Mais enfin, en tous les cas, tout laisse à penser que c'est une mort subite, soit un AVC, soit un accident cardiaque, probablement. Voilà. Il est mort d'épuisement en quelque sorte, voilà. Il est mort d'épuisement, et je dois dire que oui, c'était une profonde tristesse, et je pense pour Rivarol, pour tous les Rivaroliens, je pense qu'il avait vraiment un attachement à notre journal qu'il dévorait chaque semaine, qu'il attendait avec impatience. Et moi, je dois dire que c'est une perte pour moi déjà d'un point de vue affectif et amical, mais aussi, je dirais, parce que c'était un peu un paratonnerre, c'est-à-dire que il priait pour le journal, il priait pour moi, discrètement mais efficacement. Il n'est pas le seul, hein, fort heureusement, mais enfin, je suis convaincu que les messes qu'il disait pour nous, les prières qu'il faisait, étaient d'une grande utilité, hein. C'est évident. D'ailleurs, je pense que notre monde se porterait mieux et se portait mieux lorsqu'il y avait partout des monastères, des couvents, il y avait une prière perpétuelle qui était adressée à Dieu, hein, c'est évident. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué.
Très bien. Donc nous allons conclure, si vous voulez bien, avec un petit mot sur les 1 an du conflit en Ukraine, et puis ensuite nous demanderons à nos... Tout à fait. Eh bien, je dois dire que un narratif remplace un autre narratif, si j'ose dire, puisque on avait eu le Covid, qui va tout fait terminer encore, hein. Mais on en parle quand même moins, et à peine c'était-il achevé. Je suis Charlie. Voilà, oui, ça n'arrête pas. On a l'impression qu'on va de manipulation en manipulation, finalement. Et là, maintenant, c'est ce conflit russo-ukrainien, qui, d'ailleurs, comme le Covid et comme d'autres choses, divise aussi notre camp. Puisque vous avez les pro-russes, les pro-ukrainiens, les gens qui ne sont ni l'un ni l'autre, et parfois ça se bagarre, parfois avec passion, et parfois même de manière hargneuse. Ce que je trouve regrettable, c'est pourquoi moi, à titre personnel, j'en parle assez peu, parce que il me semble qu'on est déjà suffisamment divisé comme cela, sans qu'il soit nécessaire d'en rajouter. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que on voit très bien que tout est fait pour nous mener à une forme de guerre, et peut-être même de guerre mondiale. Et ceux qui ont connu l'avant-guerre de 14 et l'avant-guerre de 39-40, finalement, on a l'impression à bien des égards, même si les choses ne sont jamais tout à fait identiques, mais enfin, on a l'impression de revivre un peu des choses analogues finalement, et que on veut nous pousser à tout prix à un engagement de plus en plus fort dans cette guerre, alors en l'occurrence du côté de l'Ukraine, hein, au point d'en devenir quasiment co-belligérant. Et rappelez-vous, ça a été un peu le problème avec la Pologne en 39, alors qu'on aurait très bien pu ne pas intervenir dans cette affaire. D'ailleurs, on prétendait que c'était pour sauver la Pologne, mais on n'a rien fait lorsque les troupes de Staline l'ont envahi à leur tour, finalement. Parce que là, la France est officiellement en guerre, en plus. Moi, il me semble que dans cette affaire, on aurait tous intérêt à être neutre, à ne pas du tout armé, être solidaire de quelconque sanction contre la Russie. Hein, il faudrait n'avoir de sanctions contre aucun camp, et justement pour avoir une position non seulement de neutralité, mais éventuellement tenant compte du rôle historique de la France, d'essayer de jouer un rôle diplomatique d'apaisement du conflit, même si c'est pas simple. Hein, mais ce n'est pas du tout ce qui est fait. Et au contraire, on voit très bien que on nous pousse chaque jour à un engagement. Qu'on en a pour longtemps d'ailleurs, ça. Oui. Ça va être dans le terme, mais ça peut s'aggraver aussi. Oui, et puis avec toutes les conséquences que ça a même sur nous, c'est-à-dire sur le prix de l'énergie, peut-être demain sur des problèmes alimentaires graves, une crise alimentaire grave, qui pourrait peut-être même des formes de famine. On ne sait pas ce qui nous prépare, mais ce qui est certain, c'est que cela ne s'annonce pas rose. Mais je dois dire personnellement que dans cette affaire, contrairement à beaucoup d'amis, dont souvent l'amitié m'honore et dont souvent le jugement m'éclaire, moi je dois dire personnellement que je n'ai pas de sympathie particulière pour aucun des deux camps en présence, parce que il est vrai que c'est sûr que Poutine présente mieux que le Peter Zelensky, c'est sûr, et qu'il présente mieux que Macron, hein, ça c'est sûr. Hein, il fait plus chef d'État, ça c'est certain. C'est difficile de dire le contraire, bon, et qu'il y a un peu plus de tenue, c'est marrant qu'on puisse dire, bon, c'est certain. Cela étant dit, et puis c'est vrai que bon, la question est complexe sur le plan historique entre l'Ukraine, la Russie, il y a des torts partagés, bon, donc je ne rentrerai pas là-dedans. Mais néanmoins, si vous regardez quand même un peu de près la situation, je constate que par exemple, lors du 27 janvier, vous preniez le discours sur la journée internationale de la Shoah, ce qu'en disait Poutine et ce qu'en disait Zelensky, c'était quasiment un copier-coller. Hein. Alors chacun évidemment pour défendre son point de vue, mais je veux dire, bon, on est toujours dans le shoatisme. J'ai vu que là, à l'occasion de la commémoration de la bataille de Stalingrad, il a érigé une nouvelle statue de Staline, hein, en plus de celle existant déjà, Poutine. Bon, donc si vous voulez, je crois qu'on sous-estime un peu dans nos milieux que il est quand même très marqué par son passé communiste, d'homme du KGB, que c'est quand même un régime essentiellement néo-soviétique quand même. Alors ça n'est pas officiellement le parti communiste qui le dirige, c'est vrai, comme autrefois, mais ça reste quand même très néo-soviétique dans les méthodes, dans le discours, même le discours antifasciste qu'il a, etc. Parce qu'on dit, bon, bah, ça concerne certaines milices, certains points de l'armée ukrainienne qui ont des sympathies nationales-socialistes. Il est vrai qu'il y en a qui ont cela, mais ça va très au-delà de ça, son discours antifasciste, quand on le dit en entier, Poutine. Moi, ça me rappelle quand même ce que disait Brejnev lorsque les chars soviétiques sont rentrés dans Prague en 68, il fallait éliminer les fascistes, les familles fascistes, et déjà en 56, au moment de l'invasion de la Hongrie, de Budapest, hein, ils avaient, à les entendre, l'impression qu'il y avait une invasion de croix fléchées partout, hein, finalement, un retour du fascisme, tout ça. Donc c'est toujours la logorrhée communiste et néo-communiste qu'on entend, et moi, chez Poutine, je vois ça, quoi, fondamentalement. J'ai l'impression que dans beaucoup de nos milieux, comme on veut absolument un sauveur à tout prix, alors à une époque c'était Trump, voilà, on veut un sauveur, à mon avis,
je pense qu'on va un peu vite en besogne, si vous voulez. Bon, ouais, il est chrétien orthodoxe après, mais sans doute assez hybride, oui. Et puis après, c'est un peu comme un Français qui serait bonapartiste, quoi. Non, puis la GPA quand même a été autorisée dès 1993 en Russie, la gestation pour autrui, c'est pas rien. Donc on nous parle de la Sainte Russie, excusez-moi, ça me fait la destruction de la famille, la destruction de la famille. C'est le deuxième pays au monde avec la Chine, qui a d'ailleurs l'allié, la Russie à bien des égards, où il y a le plus d'avortements. C'est la Chine le premier pays au monde et la Russie en deuxième, quoi, voilà. Donc il y a énormément d'alcoolisme, énormément de prostitution. Donc c'est vrai que l'Ukraine aussi, il y a énormément de corruption, d'oligarques. Enfin, il y en a aussi beaucoup en Russie. Enfin, si vous voulez, j'ai pas l'impression, si vous voulez, que le modèle qu'on nous propose soit très nettement supérieur à l'Occident. Certes dégénéré, on est bien d'accord, mais vous savez, moi, avant la chute du mur de Berlin, malgré tous les défauts de l'Ouest, j'aurais quand même préféré vivre à Berlin-Ouest qu'à Berlin-Est. Hein, parce que, moi, comme vous rappelez quelqu'un qui a vécu sous le communisme, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez sur le communisme, et on devait faire des heures de queue pour avoir même pas 40 grammes de viande, hein, je veux dire. C'est ça le communisme aussi, hein, je veux dire. C'est la négation de toute la liberté. Non, mais c'est la négation de toute la liberté, mais c'est aussi, sur le plan économique, un régime complètement aberrant. Voilà, bon. Et puis, je pense qu'on sous-estime aussi le fait, si vous voulez, que les gens à l'Est de l'Europe ont beaucoup souffert du communisme, ont été traumatisés par ça. Nous, on a eu la chance, même si on a eu un parti communiste puissant, de ne pas avoir eu, fort heureusement, de communisme au pouvoir. Hein, bon. Mais il est évident qu'ils en ont souffert énormément. Et notamment les Ukrainiens avec l'Holodomor, quand même, des millions d'Ukrainiens, de paysans ukrainiens, affamés, assassinés par la famille, par Staline. Bon, bah, si vous voulez, voyant quand même le côté très néo-soviétique, quand même, de Poutine, parce que vous savez qu'à chaque fois que l'armée russe avance, ils remettent des statues de Lénine partout, hein. Faut le savoir, ça. Même Benedetti, qui est tout à fait du côté pro-russe, m'a dit effectivement, ils remettent des statues de Lénine partout, hein, voilà. Donc, si vous voulez, je comprends qu'ils n'aient pas une sympathie limitée pour ça, quoi, je veux dire, voyez. Donc, c'est pour ça que moi, si vous voulez, dans cette affaire, je suis très nuancé, parce que, évidemment, bon, Zelensky est très antipathique, c'est un pitre, c'est un clown, et on voit très bien que, de plus en plus, c'est une guerre otanesque contre la Russie, donc évidemment, on n'est pas du côté de l'OTAN, ça c'est évident, Mais de là, à mon avis, être totalement du côté de la Russie, comme le sont certains, bon, je vais pas me fâcher, hein, avec beaucoup d'amis et camarades qui pensent ça, mais si vous voulez, je partage pas du tout. Découdre avec l'État français. Oui, je pense que c'est pour ça. Un appui, voilà, non, mais en plus, je pense un peu de ça. Je pense en plus c'est une illusion parce que de toute façon, même si Poutine prenait l'Ukraine, il viendra pas jusqu'en France. Hein, de toute façon, bon, il y a pas la barrière de l'OTAN. Ce serait la fin du monde. Ça me paraît ça me paraît difficile. Et puis vous savez dans quelle mesure, si vous voulez, il fait pas partie du grand jeu, parce que vous voyez par exemple, maintenant il est isolé. Pourquoi il ne défend pas la Palestine? Pourquoi il attaque? Pourquoi il ne défend pas le Palestine contre le martyr palestinien? Pourquoi il dit rien? Il a toujours été très pote très ami avec Netanyahou. C'est quand même bizarre. C'est pas les mêmes raisons aussi. Non mais je veux dire, on a l'impression que d'un côté là, et puis quand je lis la presse juive, pendant des années on disait c'est merveilleux, il a fait un grand mémorial de la Shoah à Moscou, il a planté des synagogues partout, la presse juive qui disait ça, etc. Donc j'ai l'impression que tout c'est ambigu. Moi j'ai tendance à penser comme Pierre Hillard que c'est une affaire de juifs contre juifs, ça à mon avis. C'est-à-dire que d'un côté lui a toujours défendu un peu les Lubavitch, tout ça. Moi j'ai l'impression on ne sait pas tout, que à mon avis c'est ça. Mais bon, encore une fois j'en ai pas la preuve absolue, mais si vous voulez, c'est un peu mon intuition. Vous savez, hein, le soir, comme je dis souvent, la nuit lorsque vous dormez sous un arbre et qu'il en tombe des pommes, il y a de fortes chances que vous soyez sous un pommier. Bon, ben là, si vous voulez, je trouve quand même qu'il y a des choses quand même bizarres, si vous voulez. Et même quand, par exemple, Macron l'appelle pendant des heures, souvent il appelle pendant 2-3 heures. Vous imaginez Roosevelt et Hitler s'appelaient pendant des heures pendant la guerre, tout ça. Je veux dire, quand on est vraiment en conflit, il y a des choses qui sont quand même bizarres dans cette affaire. Bon, voilà. Donc, dans quelle mesure, finalement, bon, certes, il y a une opposition. Je dis pas qu'elle est totalement de façade, mais si vous voulez, c'est un peu comme entre l'URSS et les États-Unis, hein, pendant la guerre froide. On savait très bien qu'il y avait des oppositions, mais en même temps, on sait qu'il y avait aussi des liens secrets. Et quand il s'est agi de combattre contre la violence de l'Axe, hein, là-dessus, ils sont très bien entendus. Ils étaient d'accord. Et on a laissé à Staline quand même la moitié de l'Europe. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, si vous voulez. Jusqu'où va vraiment le conflit, si vous voulez. Et j'ai l'impression que il faut se méfier des opérations de manipulation dans cette affaire. Surtout, je vous dis, si vous regardez les choses fondamentalement, ce qu'il faut regarder, c'est les choses objectivement. Bon, oui, la législation russe, c'est une législation les plus draconiennes contre le révisionnisme. 5 ans de la Douma, 5 ans de prison ferme, hein, je veux dire, voilà, une des plus draconiennes. Et c'est le mythe de la grande guerre patriotique, donc c'est non seulement très anti-nazi, mais donc plus largement très anti-révisionniste finalement. Voilà. Donc, et même Poutine en permanence dans son discours, c'est un discours judéomorphe finalement, où il parle en permanence qu'on le traite comme les juifs, etc. On traite la Russie, etc. Donc c'est un discours moi, qui honnêtement me hérisse le poil, hein, je vous dis franchement, je veux dire, voilà, comme Zelensky. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez, et puis moi remettre des saluts de Lénine et de Staline partout, c'est pas ma tasse de thé. Moi je suis anticommuniste, primaire, secondaire, technique, supérieur, viscéral. Et puis le communisme, quand le veut ou non, c'est quand même très juif. Hein, je veux dire, je suis désolé, je veux dire, hein, bon voilà, il y a rien à faire. Donc si vous voulez, moi là-dessus, je suis assez réservé sur ce plan. Je laisse une certaine liberté, bien sûr, à nos rédacteurs. Rivarol est un carrefour, il peut y avoir des nuances dans la rédaction. Il y a des gens qui sont très réservés comme moi, d'autres
qui sont plutôt pro-russes, je leur laisse c'est la liberté d'écriture. Je sais que nos lecteurs sont, il y a différents points de vue là-dessus, mais si vous voulez, et en plus, à supposer que Poutine soit tout à fait sincère dans ce qu'il fait, hein, bon, pour l'instant, alors on verra la fin du film. Pour l'instant, on n'a pas la fin du film, mais pour l'instant, si on s'arrête à ce moment, au moment T, est-ce que ça a renforcé ou est-ce que ça a mis l'OTAN, ce qu'il a fait? Moi, j'ai l'impression que des pays qui étaient neutres, comme la Finlande, comme la Suède, veulent maintenant rentrer dans l'OTAN parce qu'ils ont peur de la Russie, parce qu'ils se rappellent l'URSS, la Finlande, tout ça. Moi, j'ai des connaissances là-bas, ils ont vraiment peur. Alors, c'est sans doute excessif de leur part, hein. Je dis pas que c'est forcément totalement fondé. Les deux blocs se renforcent en même temps. Mais ils se renforcent, voilà, ils se renforcent. Ça renforce l'OTAN. Macron qui disait que l'OTAN était en état de mort clinique, finalement, elle n'a jamais été aussi forte, finalement. On en prend les codelles et tout ça. Donc, finalement, et finalement, toute une partie de l'Europe de l'Est et de l'Europe du Nord, qui, je veux dire, pouvaient être critiques sur l'Union européenne, ou sont détachés au moins en question sur un certain nombre de valeurs morales, familiales, etc. Ben là, avec ça, ils reviennent en plein, hein, y compris évidemment la Pologne, les pays de l'Est, bon, sauf la Serbie, mais la plupart des pays de l'Est, d'Europe centrale, Europe orientale, et puis je vous dis, les pays scandinaves également. Donc pour l'instant, moi, je vois pas tellement si comme nous on est contre l'OTAN, contre l'hyperpuissance américaine, je vois pas tellement l'intérêt, moi, si vous voulez, de ça. Enfin, pour l'instant, voilà, encore une fois, il y a peut-être des éléments qui m'échappent, et encore une fois, bon, je suis prêt à corriger ma position si on me démontre que j'ai tort, hein. Je veux dire, je suis pas du tout fermé à cela. Mais pour l'instant, et c'est un peu la position de Martin Pellier, d'Hannibal, dans notre journal, j'avoue que j'ai un peu la même, on s'est pas concerté lorsqu'on a écrit nos articles, mais on s'est retrouvé d'accord finalement sur le fait que je ne vois pas pour l'instant, ni dans le discours judéomorphe antifasciste que tient Poutine, ni dans le fait de mettre des statues de Lénine, Céline partout, ni de parler aussi en provenance de la Shoah, des Juifs, etc. En quoi finalement, avec donc des méthodes, une phraséologie communiste, des néo-soviétiques. Pourquoi il diffère je vois pas en quoi il diffère fondamentalement, et puis je vous dis, sur le plan des lois, je veux dire, avortement de masse, pornographie de masse, prostitution, alcoolisme, des natalités. Ouais. Voilà, ça c'est vrai qu'il y a une différence. Enfin, vous avez quelques États comme en Pologne, où ça dépend des gouvernements, où il y a des zones introduites au LGBT, bon voilà. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est vrai, je pense que ça a été le bon côté, entre guillemets, du communisme, si on est des mauvais, c'est que c'est un peu congelé et tout, et donc là-dessus, ils sont moins décadents. Mais je me demande si c'est pas simplement une question de génération uniquement, c'est que, est-ce qu'on va pas gagner 10 ans, 30 ans, voilà. C'est ça, c'est ça qui est à craindre, quoi. Mais effectivement, ça c'est bon, ça c'est positif, mais bon, est-ce que c'est suffisant? Bon, c'est très important, ça, j'en conviens. Ça ne fait pas tout. Mais est-ce que c'est suffisant, je veux dire? Voilà, la question se pose, bon, voilà. Et puis vous savez, même pour revenir sur l'orthodoxie, je voudrais choquer personne, je sais que dans nos milieux, il y a beaucoup de gens qui ont la sympathie pour l'orthodoxie, compte tenu de la crise affreuse que connaît l'Église catholique depuis Vatican II, bon, depuis maintenant une soixantaine d'années. Bon, j'avoue que chacun agit en conscience, évidemment, mais moi, honnêtement, d'abord, je suis latin profondément, et je constate quand même que chez les schismatiques, ce qu'on appelait les schismatiques orientaux autrefois, parce qu'il faut quand même oublier qu'ils refusent comme tous les dogmes de l'Église catholique depuis 1054, hein, quand même. Donc ils ont pris le Immaculée Conception, le pontifical, le rupture, mais il faut savoir aussi qu'on peut se marier et divorcer 3 fois chez eux. Hein. Et moi, Yvan Belot, que j'ai connu, homme au demeurant sympathique, justement, il s'était déjà marié 2 fois, il voulait se marier une 3e fois, et il voulait devenir orthodoxe, que bon, il était un peu un agent russe à la fin de sa vie, il travaillait pour la Russie, bon, et il me disait, mais je crois que sa femme voulait quand même pas, bon, il est mort depuis, mais il voulait se marier, simplement par commodité, vous voyez, devenir orthodoxe, pour pouvoir se marier une 3e fois. Bon, moi, si vous voulez, une religion qui ne repose pas sur l'indissolubilité du mariage, moi, je peux pas croire qu'elle soit vraie, hein, je vous dis franchement, hein, je veux dire, quoi, déjà, une religion, on peut divorcer à la carte, ça déjà, ça sent pas bon. Et puis, quand vous regardez un peu l'histoire, de l'orthodoxie, ils ont toujours été très proches de tous les pouvoirs politiques en place, hein. Très proches du pouvoir, très soumis au pouvoir ottoman. Comme il n'y a pas de pape, comme il n'y a pas de chef forcément, hein. Donc très soumis au pouvoir ottoman, très soumis au pouvoir communiste chez les communistes, et très soumis à Poutine aujourd'hui, quoi, je veux dire. Donc, si vous voulez, moi ça, il n'y a pas l'indépendance du spirituel par rapport au temporel. Et ça c'est quand même ça c'est quand même, voilà, ça c'est un gros problème aussi. Et puis si vous voulez, bon, je veux dire, moi je connais des gens qui ont été tout ça. Si vous voulez, c'est vrai que les offices sont très beaux d'extérieur, mais le fruit est pourri à l'intérieur, hein, je veux dire. Quand on connaît un peu, non mais vous savez, il suffit de lire la littérature russe au 19e. Mais c'est normal, il y a un tarissement de la grâce, hein. Ils sont coupés de Rome, coupés de la vérité depuis 1000 ans, donc qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pour ça que la littérature russe au 19e siècle, elle est si terrible, elle est très belle, hein. Mais vous lisez Dostoïevski, vous lisez Tolstoï, où il y a un ennui. Les personnages, alors c'est très bien écrit, hein, c'est très beau. Moi j'ai vu des romans, j'ai été au théâtre, c'est très déprimant, il y a beaucoup de suicides, et bon, beaucoup d'alcoolisme, et on sent vraiment un ennui, une angoisse existentielle, un dégoût même de l'existence, et qui a l'impression qu'on ne retrouve pas dans les pays catholiques, si vous voulez, traditionnels. Ça. Et ça, moi je suis convaincu que c'est le fait d'être coupé, au lieu de dire que je presse pour ma paroisse, hein, mais bon, je suis catholique, hein, et je pense profondément, mais je pense que c'est d'être coupé de la grâce, hein. Il y a un tarissement de la grâce, ils sont coupés, c'est une branche qui est coupée, il n'y a rien à faire, je veux dire, ils ont coupé avec le vicaire du Christ, avec
avec Rome, avec l'Église catholique, qui à l'époque était vraiment l'Église catholique. Hein, on n'est pas des intrus modernes, ça c'est une autre question qui est bon, je ne voudrais pas aujourd'hui, je laisse aborder, mais à mon avis, le problème il est là. Et Solzhenitsyn lui-même, bien qu'orthodoxe, disait mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter finalement de subir ce régime communiste affreux? Et il s'interrogeait justement, il disait est-ce que c'est pas justement la rupture Orient-Occident, finalement de 1054, la rupture avec la papauté, tout ça. Il s'interrogeait lui-même, hein, je veux dire, parce que c'est un esprit supérieur et honnête, très honnête, voilà. Et effectivement, moi je pense que d'une manière générale, vous remarquerez que le communisme a davantage pris, a été mieux accepté dans les pays orthodoxes que catholiques finalement. Il y a en Pologne, il y a beaucoup plus de résistance qu'en Russie, par exemple. Hein, bon, voilà. Donc personnellement, et encore une fois, je veux pas du tout, comment dirais-je, choquer des gens qui ont des sympathies pour l'orthodoxie. Hein, je veux dire, mais j'ai le droit aussi de donner mon opinion. Hein, je suis là pour ça. Voilà. Mais je pense fondamentalement que c'est une erreur, me semble-t-il. Et quand je vois même certains catholiques traditionnalistes maintenant être dans les offices orthodoxes, y communier sans problème, je suis assez choqué, je veux dire, parce que c'est quand même une religion qui a été condamnée, quoi. Je veux dire, bon, qui s'est séparée depuis 1000 ans. Donc, même s'il peut y avoir une certaine beauté extérieure de certains offices, en plus, il faut savoir qu'eux ne reconnaissent pas la validité des rites catholiques. Hein. Et quand je parle de la validité des rites, je parle des rites traditionnels anciens. Oui, dans l'autre sens, ça n'est pas reconnu. En général, ils nous sont assez hostiles. Hein, et un catholique a le droit de se confesser à l'un d'eux que si il est en état de mort quoi, imminente. Donc voilà, enfin bon, bref, donc c'est pour ça quand on parle de sainte dans des cas extrêmes. Quand on parle de sainte Russie, ça me dépasse, quoi, je veux dire, voilà, aujourd'hui, voilà. Mais bon, moi je vous dis ça en tant que catholique et nationaliste français, mais il me semble que j'ai quand même quelques arguments, je crois, voilà. Donc c'est pas étonnant si vous voulez que ça puisse rien donner, quoi, je veux dire, ils sont pas dans la vérité, hein, donc il y a rien à faire, hein, les grâces sont coupées, hein, je veux dire, hein, voilà. Après ça veut pas dire qu'il peut y avoir des gens de bonne foi qui peuvent peut-être se sauver, ça c'est autre chose, hein, je ne suis pas le bon Dieu, mais disons, il est évident que c'est quand même un courant hérético-schismatique. Hein, je peux rien. Et je vous dis, le fait qu'on puisse divorcer 3 fois, ça déjà pour moi c'est rédhibitoire. Il n'y a rien à faire. Comment une religion voyant de Dieu peut permettre qu'on divorce 3 fois? Bon, voilà. Peut-être que ça arrangerait ma femme, je sais pas, mais. J'en sais rien, je ne sais pas. Mais en l'occurrence. Voilà. Et oui, je voulais dire un mot aussi très important pour terminer, peut-être que vous allez l'aborder. Nous organisons un grand banquet, je n'ai pas en parlé parce que déjà j'étais très long le mois dernier, mais nous organisons un grand banquet le 24 juin 2023, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, et accessoirement le jour de la Gay Pride à Paris. Hein. Je ne sais rien, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein, voilà. En s'y rendant, on va croiser des. Il y aura les feux de la Saint-Jean d'un côté et les feux de l'enfer de l'autre. Voilà. Mais, dans les deux cas, ça brûle. Voilà, enfin, quoi qu'il en soit, vous êtes tous invités, enfin invités, il faut payer quand même. Hein. Mais vous êtes tous invités, donc vous pouvez voir soit sur Internet, soit sur le journal chaque semaine, on indique. Alors j'espère que je suis obligé d'être discret parce qu'on est tellement persécuté ou harcelé en tout cas. Voilà, mais donc je donnerai au dernier moment le lieu, peut-être même pas le lieu exact, peut-être à côté parce que bon, faut se méfier jusqu'au bout hein, s'il y a des taupes, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça se fait, hein, j'espère que ça se fera. C'est bien parti pour l'instant, mais bon, il y a encore 4 mois, on ne sait pas. Donc un grand banquet d'amitié française, d'amitié nationaliste, voilà, où j'espère qu'il y aura un certain nombre d'orateurs, un certain nombre, j'espère, de choses intéressantes, et on fera en sorte que vous ayez un bon repas. Vous savez, moi j'y tiens ça. Non, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, y compris parfois de l'étranger, il faut quand même les nourrir correctement. Hein. Donc, on parlera du menu une autre fois, voilà. Mais en tout cas, je peux vous assurer que vous aurez à manger, voilà. Et donc et à boire, hein. À volonté. Mais il n'y aura plus de quenelle sauce mafé, par contre, là. C'est fini. C'était l'ancienne période. Mais en tout cas, soyez certains que nous accueillerons avec joie, avec bonne humeur, avec bonhomie. Vous êtes tous les bienvenus. Donc, vous pouvez aller sur notre site riverol.com, vous payez par PayPal, par carte bleue, puisque par PayPal, on a rétabli les choses au moins provisoirement, ou vous nous envoyez un chèque à édition des Tuileries, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris, voilà. Donc il n'y a aucun souci pour cela. N'hésitez pas à le faire. Je pense et j'espère que vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc ça c'est pour l'événement et sinon aussi abonnez-vous à Rivarol. Oui, parce qu'on est de plus en plus persécuté. Là maintenant c'est le magasin. Alors on avait déjà Carrefour qui nous avait, c'est le premier Carrefour qui nous avait éliminé. Ainsi que j'avais pu dire que contrairement au célèbre slogan de l'enseigne, on ne pourra plus dire à Carrefour je positive. Bon, mais on a eu Carrefour, on a eu Monoprix, on a eu Cora, on a eu les Relais H et on a eu donc également oui donc Monoprix, Carrefour, Cora, Cultura aussi, Cultura, les relais, voilà. Et donc ça faisait déjà 5 enseignes qui nous ont refusé, même s'il y a des exceptions individuelles. Il y a des gens qui me disent on trouve dans tel relais, dans tel Carrefour, dans tel bon. Ça existe encore. Donc regardez quand même dans les rayons presse de ces enseignes, mais enfin.
en général, on n'y est plus, sauf exception locale. Bon, mais là maintenant, c'est Auchan qui a décidé, sans nous prévenir directement, passons, de ne plus nous vendre. Alors, ça n'est pas vrai dans tous les Auchan encore. Hein. J'ai des lecteurs qui me disent on a trouvé à tel endroit, à tel autre, donc regardez quand même dans le rayon presse. Mais malgré tout, ça se durcit. Il y a de plus en plus maintenant de magasins, de semaine en semaine, pardon, qui nous ferment le robinet, si j'ose dire, hein, qui nous empêchent de leur scandaleuse, hein, de pouvoir être dans leur rayon, alors que finalement, nous exposer, nous vendre, ils vendent bien tout, hein, ils vendent Charlie Hebdo, ils vendent des choses abominables, des choses blasphématoires, sacrilèges, bon, ça gêne pas, quoi, je veux dire, bon, voilà. Alors, en l'occurrence, on essaye de se battre, donc demandez-nous le cas échéant, si vous ne le trouvez pas, on peut le trouver, on essaye dans ce cas de le réimplanter à proximité du magasin ou des magasins ou des échoppes qui ne le veulent plus, bon, et puis sinon, abonnez-vous, hein, c'est la solution la plus simple, la plus rapide, c'est reçu, le journal est reçu sous pli discret, plié en deux dans une enveloppe blanche complètement opaque, hein. Même en regardant de près on peut absolument pas voir ce que c'est, donc il n'y a pas de risque là-dessus de voisinage ou autre. Bon, premier point. Et deuxième point, sinon si vous ne voulez pas vous abonner, renseignez, regardez autour de vous si vous le trouvez, et sinon téléphonez-nous, envoyez-nous un courrier électronique ou écrivez-nous et on vous dira où vous pouvez le trouver. On peut malheureusement pas mettre la liste intégrale ni dans le journal ni sur le site, puisque les ennemis nous regardent, nous lisent et tout de suite téléphoneraient ou iraient à chacun des magasins qui nous vendent pour les exhorter, voire même quasiment les contraindre à ne pas nous vendre. Donc on ne peut pas le faire, évidemment, ce serait se tirer une balle dans le pied. Bon, donc on est obligé de procéder autrement. Donc écrivez-nous, téléphonez-nous. Voilà, on vous dira l'endroit proche de vous, vous dites dans quelle commune vous êtes, dans quel département, dans quel secteur, et on essaiera de vous éclairer, voilà, pour faire en sorte qu'on puisse continuer, parce qu'il faut se battre dans la vie, hein, voilà, il faut se battre. Nous ne renoncerons pas au kiosque, ni partout on le peut encore au supermarché, aux hypermarchés, aux galeries marchandes, aux maisons de la presse, au Mac Press, etc. Tant que nous pourrons le vendre, même si on peut pas le vendre partout, même si on peut le vendre dans un nombre limité d'endroits, il vaut mieux ça que zéro. Parce qu'en plus ça les ennuie, rien que ça c'est positif. Bon. Et puis, une question de principe, il n'y a aucune raison qu'on soit interdit de kiosque. Hein. Bon, voilà. Le journal existe depuis plus de 72 ans, a toujours paru sans discontinuité, et dans les kiosques et par abonnement. On me disait récemment qu'il y a un film qui est sorti récemment à l'occasion de la mort de l'actrice Gina Lollobrigida en 1955, un film franco-italien qui s'appelle La Belle des Belles, et à la minute 25 du film, vous regarderez, on voit en gros Rivarol en kiosque, mais en gros, hein, une immense une de Rivarol, datant de 1955, donc c'est quand même, ça ne choquait personne à l'époque, vous voyez, donc c'est quand même beau, cette tradition quand même du journal écrit, du journal papier, du journal imprimé, qui existe depuis près de 3/4 de siècle, sans discontinuité, et qu'on peut trouver dans les kiosques à Paris. Là, c'est un kiosque à Paris, et on le voit vraiment en gros, et la caméra s'attarde là-dessus. Je crois que c'est 25 minutes et quelques secondes, enfin il faut regarder entre la 25e et la 26e minute, il faut regarder La Belle des Belles, Gina Lollobrigida, voilà, le film La Belle des Belles. Voilà. Donc et il faut savoir aussi, je le dis pour les gens qui l'ignoreraient, que si vous regardez, vous avez vu le film culte de François Truffaut, Le Dernier Métro, datant de 1980, eh bien, il y a une scène qui est filmée intégralement. Alors, elle dure pas très longtemps, hein, mais une scène qui est filmée dans l'imprimerie historique de Rivarol, qui n'existe plus aujourd'hui, hein, mais qui était l'imprimerie où était imprimé chaque semaine Rivarol. Voilà. On voit cette imprimerie. Voilà, dans le film à un moment donné. Voilà. Donc, c'est vous dire que Rivarol fait partie depuis longtemps quand même du paysage, j'allais dire, politique, médiatique, j'allais presque dire cinématographique français finalement. Voilà. Donc, il est important qu'il demeure, et c'est à vous aussi un petit peu, si vous le souhaitez, d'être un peu des ambassadeurs, des militants de la cause rivarolienne. En le faisant vivre. Que vous soyez d'accord ou non avec toute l'opposition, ça c'est pas un problème. Rivarol restera un journal d'opinion. Et restera un carrefour, voilà, d'opposition, mais voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Il y a de tout, de l'actualité nationale, géopolitique, même des articles historiques un peu culturels. Absolument. J'aime bien les chroniques de Paul-André Delorme aussi. Ah oui, tout à fait littéraire, oui. Ouais, ça fait littéraire. Si on a niveau, oui, tout à fait, oui, absolument. Assez fasciste. Écoutez, essayez-le et vous verrez. À très bientôt, et bon et 5RM pour ceux qui le font, et on se retrouve, j'espère, avant Pâques, si Dieu veut. Merci. Voilà, à très bientôt, merci, au revoir.